Ok, on peut démarrer alors. Alors, je vous dis à nouveau bienvenue à tous et merci d'avoir bien voulu prendre part à ce webinaire sur comment devenir consultant auprès des bailleurs de fonds institutionnels. Alors, déjà, je voudrais me présenter. Je suis Joseph Héroko. Je travaille depuis près de 13 ans avec des bailleurs de fonds institutionnels où j'ai occupé plusieurs postes. J'ai commencé au bas de l'échelle, puis j'ai continué jusqu'à ce que j'ai été chef de mission dans plusieurs projets et chef de mission adjoint également. Je suis également directeur technique des projets auprès d'un organisme international et je suis ici au Cameroun. Je suis installé au Cameroun, voilà. Alors, pourquoi nous avons choisi de faire ce webinaire? Alors, l'objectif ici est de partager avec vous nos expériences parce que beaucoup de personnes sont assez intéressées par les offres souvent publiées par les bailleurs de fonds institutionnels tels que le PNUD, la Banque mondiale, la BAD. Plus particulièrement ici en Afrique, c'est souvent la BAD associée à quelques autres bailleurs de fonds tels que la Banque islamique et la Banque mondiale. Alors, régulièrement, on voit des offres, régulièrement, on entend parler, on essaye, on tente. Pour ceux qui ne sont pas encore des consultants, on tente, on répond, on les sollicite, sauf que derrière, on ignore qu'il y a toute une préparation. Parce que le métier de consultant, beaucoup de personnes ne le comprennent pas comme étant une profession tout entière. Donc, il était question pour nous, d'abord, dans un premier temps, de mettre en place un webinaire qui nous permettra aux uns aux autres de découvrir de manière plus accrue ou plus profonde le milieu des bailleurs de fonds institutionnels. Ensuite, de comprendre comment il fonctionne et de savoir comment intégrer ce milieu qui nous semble souvent très inaccessible pour certains d'entre nous et pour ceux même qui ont réussi, qui, à cause de certains manquements, ont échoué dès la première tentative. Alors, nous allons discuter, échanger pendant plusieurs minutes. Nous allons travailler autour de 4 modules, tels que vous a présenté le programme et M. Kassem d'entrée de jeu. Je vais tout de suite amorcer l'introduction. Le webinaire, il est interactif. Hein. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il le écrit sur le chat et après, je vais répondre à toutes les questions. Je vais parler peut-être pendant chaque fois une quinzaine de minutes et en essayant le plus possible de vous présenter des exemples concrets qui touchent à notre vie quotidienne. Voilà. Alors, déjà, je voudrais rappeler que les bailleurs de fonds sont ceux-là qui ont la charge d'accompagner chaque pays dans son développement, à la fois au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau euh, de la gouvernance et dans plusieurs autres aspects. Donc, les bailleurs de fonds ici, les plus connus, on va vous les lister ici. Vous vous rendez compte que on entend parler régulièrement de ces bailleurs de fonds. On a l'impression que tous font la même chose. Seulement, il est important aujourd'hui, à partir de cet échange, de pouvoir distinguer ce que fait chaque bailleur de fonds et comment un consultant pourra intégrer. Ça nous amène tout de suite à comprendre déjà c'est quoi un consultant ici. Le consultant ici, de manière générale, parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire, le consultant ici représente celui qui met ses compétences et son expertise sous forme d'une prestation de service intellectuel auprès d'une entreprise, d'une organisation ou d'un projet ou un programme en vue d'apporter un diagnostic solide, de l'accompagner dans la réalisation de ces résultats ou de ces objectifs. Alors, beaucoup entendent parler souvent du terme consultant international. Le consultant international, quand on entend international, ça renvoie déjà d'entrée de jeu à ce qu'on appelle une mobilité internationale. C'est un consultant qui a déjà la possibilité de prester dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures. Et également, c'est un constat qui a donc des compétences déjà avérées, donc certifiées. Donc, il maîtrise des normes dans plusieurs contextes, des normes dans plusieurs pays, donc qui aujourd'hui est capable de dire que je preste au Cameroun, puis je preste au Niger, et ça rime, ou du moins s'adapte au contexte dans lequel il va prester. Donc, dans le constat international ici, ça renvoie naturellement à ce qu'on entend ici généralement par en dehors de sa localité d'origine.
Maintenant, dans le sens de ce webinaire, le constat international ici que nous voulons mettre en avant, c'est celui qui est capable de prester pour des bailleurs de fonds institutionnels. C'est pourquoi, d'entrée de jeu, nous allons commencer par vous présenter ce qu'on entend par bailleurs de fonds institutionnels et quelle est leur importance au niveau de la service intellectuel, au niveau du développement des pays, au niveau du développement même de la vie quotidienne. Alors, l'importance des bailleurs de fonds institutionnels dans le développement international est indéniable, comme nous l'avons dit. Des organisations telles que la Banque mondiale, l'UNICEF et la Banque africaine de développement jouent ici généralement un rôle crucial dans le financement des projets qui transforment des sociétés entières, telles que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, pour un consultant, il est important de comprendre le fonctionnement de ces institutions pour accéder à des opportunités professionnelles. Alors, ces bailleurs de fonds financent des projets dans divers secteurs, tels que l'éducation, la santé, les infrastructures, contribuant ainsi à un impact global durable. Alors, il est important de retenir ce mot impact global durable parce qu'il va être le point de vue que nous allons dire tout au long de ce webinaire. Alors, cependant, pour pouvoir collaborer avec ces institutions, il est indispensable de maîtriser leurs exigences spécifiques et de s'aligner sur leurs objectifs stratégiques. Alors, notre webinaire va couvrir, donc, pour vous édifier davantage dessus, 4 modules. Le premier module, ce sera de comprendre les bailleurs de fonds institutionnels. Le deuxième, c'est de comprendre pourquoi devenir consultant international auprès des bailleurs de fonds institutionnels. Quel est l'intérêt? Alors, le troisième, c'est comment devenir consultant international. Quelle est la méthode? Et le dernier point, c'est partager nos expériences en termes d'erreurs à éviter parce que vous savez que chacun de nous, on a souvent l'habitude de tenter et on est tombé plusieurs fois. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place un certain référentiel de conduite pour intégrer ces milieux. C'est ce que nous essayons de partager ici. Alors, on va vous laisser à un moment le temps de poser des questions. Alors, commençons par la première part, le premier motif, qui est de comprendre les bailleurs de fonds institutionnels. Alors, l'objectif ici, c'est que, à l'issue de ce module, vous soyez tous capables d'avoir une compréhension du rôle des principaux bailleurs de fonds institutionnels et de leurs attentes. Donc, vous aurez acquis des connaissances sur les secteurs prioritaires et les compétences nécessaires pour travailler en tant que consultant dans ce milieu. Alors, vous aurez également retenu l'importance de l'expertise sectorielle, des normes internationales et de la gestion de projets complexes qui, pour nous, est crucial pour réussir en tant que consultant pour ces institutions. Alors, nous allons tout de suite amorcer dans la première partie du module 1 qui consiste à vous donner une brève présentation des principaux bailleurs de fonds institutionnels. On va commencer par le plus connu, comme de vous connaissez, la Banque mondiale. Alors, la Banque mondiale est l'un des plus grands financiers de projets de développement. Retenez bien, projet de développement. Il y a une grosse différence sur les projets et les projets de développement. Quand on parle de projets de développement, nous entendons ici tout de suite qu'il s'agit des projets à but non lucratif. Elle finance des initiatives dans des domaines comme les infrastructures, l'éducation, la santé et l'agriculture. Son rôle principal ici est d'aider les pays en développement à réduire la pauvreté. Ça, c'est de manière générale ce que fait la Banque mondiale. Je vous donne un exemple ici. En 2020, par exemple, la Banque mondiale a financé un projet d'infrastructure en Afrique de l'Ouest pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones rurales. Alors, les constants ici ont été recrutés pour apporter leur expertise en ingénierie hydraulique et en gestion de projet. Alors, dans ces deux éléments, vous allez vous rendre compte par la suite que ça peut éclater en plusieurs sous-expertises. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit ingénierie hydraulique qu'il ne s'agira là que des personnes qui travaillent, les ingénieurs hydrauliques qu'on a recrutés. Au contraire, dans un projet, il y a beaucoup d'autres éléments qui seront pris en compte. Parfois, il y a des impacts où on va recruter
des formateurs, des consultants formateurs en gestion des impacts environnementaux. On va recruter également des journalistes et tout. Donc, on va y revenir. Donc, c'est simplement pour vous montrer ici, à titre d'exemple, un projet sur lequel la Banque mondiale a mis un financement. Alors, il y a en deuxième lieu le Fonds monétaire international, ou encore tout le monde connaît également le FMI. Contrairement à la Banque mondiale, il est plus axé sur la stabilité macroéconomique. Donc, il a déjà une cible. Il aide principalement à des restructurations des économies en crise via des prêts conditionnés à des réformes économiques. C'est important de distinguer. Donc, vous voyez déjà ici que chacun est d'abord ciblé. Chacun a sa catégorie d'action. Excusez-moi de vous couper. On vous a écrit dans le message, votre micro, on n'arrive pas bien à vous écouter, s'il vous plaît. Ah bon? D'accord. Je vais mettre peut-être le casque. Hein. Bon, là, ça va quand même, vous m'entendez mieux? Peut-être que c'est votre connexion. Sinon, à mon niveau ici, ça marche bien. Ok, d'accord. Ça peut être un problème de connexion, un problème de réseau. D'accord. Parce que là, j'ai constaté que tout le monde m'entendait. Je vérifie, je fais le test de micro à chaque fois. Alors, un autre exemple ici pour le Fonds monétaire international, c'est que lors de la crise financière en Grèce, le FMI a fourni une aide financière conditionnée à l'application des réformes fiscales et économiques. Vous voyez qu'eux, ils apportent des aides financières sous réserve qu'on applique leur stratégie en matière de restructuration économique. Donc, vous commencez déjà à comprendre quel type de consultants ils recrutent. Les consultants ont été engagés pour assurer le suivi de l'application de ces réformes dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Alors, l'Union européenne soutient des projets de développement dans le monde entier en mettant l'accent sur la promotion des droits de l'homme. C'est d'abord le premier élément. La démocratie et le développement durable. Elle finance donc de nombreux projets via des programmes comme le Fonds européen de développement parce que l'Union européenne, elle a des programmes à l'intérieur qui financent des projets. On y reviendra aussi. À titre d'exemple, ici, en 2018, l'Union européenne a lancé un programme d'appui au système éducatif en Afrique subsaharienne, dans lequel des consultants spécialisés en gestion des systèmes éducatifs ont été appliqués pour restructurer le curriculum et former les enseignants. Voilà. Il y a également les Nations Unies, ou encore l'ONU. Les Nations Unies interviennent dans des domaines variés. D'ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de sous-activités qui financent des projets et qui recrutent beaucoup. Ils interviennent dans des domaines variés tels que la paix, la sécurité, la justice sociale, le développement économique et la protection de l'environnement. Alors, leur agence spécialisée ici, vous avez par exemple l'UNICEF, le PNUD, le FAO, etc. Joue un rôle important dans la mise en œuvre des projets de développement à l'échelle mondiale. Vous avez ici un exemple. L'UNICEF finance des programmes pour améliorer l'accès à l'éducation des enfants dans les zones de conflit. C'est bien précisé ici dans les zones de conflit. Les consultants interviennent ici pour développer des programmes d'éducation adaptés à ces contextes et former les enseignants. Alors, on a maintenant le plus connu chez nous en Afrique, la Banque africaine de développement, parce que c'est le programme qui est prêt pour tenter de faire une fonds ou à monter des projets et puis répondre à des appels à projets. Vous allez remarquer que la BAD est toujours là. Alors, la BAD est l'institution principale de financement des projets de développement en Afrique. Elle intervient dans des secteurs comme les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et la santé, surtout les infrastructures et l'énergie. Vous allez vous en rendre compte. Alors, à titre d'exemple, ici en 2022, la BAD a financé un projet d'amélioration des infrastructures routières dans la région du Sahel. Les consultants spécialisés en ingénierie ont été recrutés pour superviser la mise en œuvre. Chaque fois, je donne des exemples pour essayer de vous étayer davantage. Les agences de développement bilatérales. Il y a par exemple ici l'USAID, United States Agency for International Development, et l'AFD, l'Agence française de développement. On les appelle les agences de développement bilatéral. Les agences sont mandatées par leur gouvernement respectif parce qu'elles appartiennent des États. Elles sont mandatées par leur gouvernement respectif pour financer des projets de développement dans des pays partenaires. Il faut d'abord être partenaire de ces pays pour bénéficier de leur financement. Alors, par exemple, ici, l'USAID finance un programme de santé publique au
Cameroun visant à réduire la mortalité infantile. Et ils ont recruté des contrats et gestion de programme pour superviser les exécutions de programmes. Alors, on va poursuivre ici avec, parce que c'est surtout une revue de la littérature dans cette partie, très intéressant, pour spécifier d'abord quels sont les bailleurs de fonds institutionnels et qu'ils font. Maintenant, je vais vous présenter ici les secteurs et domaines d'intervention prioritaires des bailleurs de fonds. Ils interviennent beaucoup, mais ils ont des secteurs prioritaires. Lorsqu'on veut postuler, lorsqu'on a un projet, lorsqu'on veut faire quelque chose avec eux, il faut maîtriser leur secteur prioritaire parce qu'ils ne financeront que si ça répond à leurs exigences. Alors, les bailleurs de fonds institutionnels se concentrent sur certains secteurs qui sont essentiels au développement durable. Alors, nous avons quelques ici. Il y a par exemple l'éducation. Les projets ici visent généralement l'amélioration de l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement et l'inclusion des groupes marginalisés. Vous avez un exemple ici, le PNUD qui a financé un projet d'amélioration de la qualité de l'éducation dans les écoles rurales du Niger. Donc, écoutez bien ici, les consultants spécialisés en pédagogie et en gestion de projets éducatifs ont été recrutés. Spécialisés en pédagogie et en gestion de projets éducatifs. Il y a le deuxième point ici, ce sont les infrastructures. Le deuxième cible ici, ce sont les infrastructures. Les projets dans ce secteur incluent la construction de routes. Nous sommes dans les pays en développement. Hein. C'est là où il y a même le plus. Là où on met le plus moyen d'ailleurs. La construction des routes, d'écoles, d'hôpitaux ou encore l'accès à l'eau potable et à l'électricité. La Banque mondiale finance par exemple un projet de construction de routes dans des zones enclavées. Alors, le développement durable et l'environnement, c'est le troisième élément clé. Les projets financés ici incluent la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique et la gestion durable des ressources naturelles. On a des ONG qui travaillent dessus et qui ont pour bailleurs de fonds des organismes internationaux, des institutions, des bailleurs de fonds institutionnels. Alors, par exemple, ici, l'AFD finance un programme de protection de la forêt amazonienne au Brésil avec des consultants en gestion forestière et biodiversité pour de suivre les plans de conservation. Le quatrième point, c'est la finance et l'économie. Ici, ils soutiennent des projets de réforme dans la direction d'appui budgétaire et d'amélioration de la gouvernance économique. À partir des points vous avez déjà clé de cette période de fonds d'un secteur prioritaire. Chacun a une mission précise. Alors ici, on a pris... Allô? Oui, oui, on vous écoute. La connexion est très mauvaise. Le son est très mauvais. Ah, d'accord. Chez vous aussi, hein? Là, ça va mieux? Oui, nous avons du mal à suivre. Oui, là, ça va mieux. D'accord. Alors, le FMI soutient la réforme fiscale au Ghana et des consultants en fiscalité et finances publiques sont recrutés pour aider la mise en œuvre de ces réformes. Vous allez voir que donc, à chaque fois qu'ils mettent une action, ils recrutent des consultants en dehors de leur personnel qui travaille déjà. Il y a toujours des consultants. Le cinquième point, c'est la santé publique. Les projets de santé incluent la lutte contre les épidémies, l'amélioration des systèmes de santé et l'accès aux soins dans les zones rurales. Alors, vous avez un peu ici pu voir que les missions de chaque bailleur de fonds sont liées à leur vision, à leur plan stratégique qui est lié également lui-même à leur structure de départ. Vous vous rendez compte que la Banque mondiale va financer des projets dans certains secteurs qui étaient déjà définis au départ et ne va recruter les constants qui répondent à ces critères-là. C'est la même chose pour les autres organismes ou les autres institutions, les autres bailleurs de fonds institutionnels. Donc, dès que vous maîtrisez déjà le nom d'un bailleur de fonds, dès que vous maîtrisez son champ d'action, vous pouvez déjà connaître automatiquement les secteurs dans lesquels ils s'investissent et dans lesquels ils recrutent. C'était l'essentiel de ce premier point-là.
Alors, ici, maintenant, nous allons voir ici en quelques phrases également les attentes des bailleurs de fonds envers les consultants. Parce que là, c'est la partie pour nous qui avons déjà testé ces milieux. Alors, pour être éligible aux missions avec les bailleurs de fonds, les consultants doivent répondre à plusieurs critères et attentes. D'abord, vous devez avoir une expertise technique et sectorielle. J'insiste dessus. Il faut savoir que les bailleurs de fonds recherchent des experts capables de résoudre des problèmes spécifiques. Donc, une bonne maîtrise des sujets de développement et des secteurs prioritaires est essentielle. Vous devez, j'aime bien le dire souvent, tout le monde sait faire beaucoup de choses, plus ou moins bien. Mais si on veut vivre de ce qu'on sait faire, il faut choisir ce qu'on sait faire le mieux. Ce qui nécessite donc qu'au départ, on ait fait un bilan de nos compétences clés. Et dans ces compétences clés, on va choisir celles dans lesquelles on excelle et on va vérifier si on pourrait être recommandé pour ces compétences-là. Ces compétences ici qu'on peut venir mettre en lumière auprès de ces barrières de fonds en appliquant ce qu'on appelle ici les références et les résultats qu'on aura eu avant de venir les tutoyer. Donc ici, l'expertise technique et sectorielle est primordiale. Ils attendent toujours de nous, les consultants, que nous soyons capables de résoudre des problèmes spécifiques. C'est pourquoi il faut s'ultra spécialiser. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde sait faire plus ou moins bien beaucoup de choses. Mais ici, il faut s'ultra spécialiser. Et il faut s'ultra spécialiser à la lumière de leur secteur prioritaire. Donc, ça veut dire que dans cette ultra spécialisation, on ne va choisir que ce qui cadre avec ce sur quoi ils travaillent. Alors, nous y reviendrons plus en détail, plus en avant. Ici, on a pris par exemple un consultant en développement rural qui doit démontrer donc une suite d'expérience en gestion de projets agricoles pour répondre aux attentes de la base dans le cadre d'un projet d'agriculture durable en Afrique. Il doit démontrer une solide expérience en gestion de projets agricoles. Okay. Le deuxième point ici, ou la deuxième attente ici, pour nous les constants, est la maîtrise des normes internationales. Vous savez, les bailleurs de fonds institutionnels, c'est les bailleurs de fonds internationaux. On parle ici de contrat international d'entrée de jeu. Si vous ne maîtrisez pas les normes internationales, vous ne pouvez même pas y accéder. On s'était rendu compte déjà de ça lorsque, pour ceux qui ont essayé de travailler au niveau des organismes d'urgence, beaucoup de personnes postulent généralement, mais ne maîtrisent pas les normes internationales. Et c'est des zones d'urgence donc, qui travaillent sous forme des zones diplomatiques avec des normes précises. Ils ont plusieurs chartes. C'est là. OK. Je crois que mon microphone est revenu. Je crois qu'on est OK là maintenant. Toutes nos excuses. Alors, le dernier point ici, je crois que tout le monde m'entend. Mon microphone est ouvert. Donc, le dernier point, c'était les valeurs et impacts recherchés. Alors, les valeurs de fonds institutionnels visent des projets, comme je le disais tout à l'heure, bien que vous n'avez pas ayant un impact durable. Les consultants doivent donc non seulement apporter une expertise technique, mais aussi être en phase avec les valeurs de développement durable et d'inclusion sociale. On va voir ça plus en profondeur tout à l'heure. C'est très important ici parce que beaucoup de consultants ne sont pas retenus parce que dans leur proposition ou dans leur réponse aux appels d'offres, ils ne montrent pas qu'ils sont en phase avec les valeurs de développement durable et d'inclusion sociale. Ouais, je suis M. Dia Kwasi Félix de la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, et bon, j'ai des connaissances, sinon, diplôme et spécialisé en environnement, sciences de gestion de l'environnement. Maintenant, pour ce qui concerne le métier de consultant, tel que vous allez présenter tout à l'heure, je vais dire, est-ce que vous avez un pourcentage de spécialité qui est le plus demandé sur le marché auprès des bailleurs de fonds? Oui. Est-ce que vous avez un pourcentage? Voilà, quelle spécialité? Parce que on peut ne pas avoir également, ici, on peut ne pas avoir une compétence pointue et puis on peut vouloir se former à une compétence pointue. Mais quelle compétence vous conseillerez à quelqu'un qui veut donc embrasser le métier de consultant auprès des bailleurs de fonds? Merci. Alors, merci pour cette question, M. Kwasi.
La première chose que je voudrais vous dire, c'est que dans un projet financé par les bailleurs de fonds, les projets généralement englobent plusieurs compétences. Alors, l'une des compétences la plus prisée, parce qu'on ne peut pas avoir une seule compétence qui est retenue par eux, la compétence la plus prisée est celle de gestion de projet. D'abord, en plus de votre compétence académique, hein, d'environnementaliste dont vous avez parlé, il y a la deuxième compétence qui est celle de gestion de projet. Et la troisième, c'est avoir des connaissances transversales en administration. Donc, en réalité, vous allez comprendre quand on va travailler sur le portfolio. Problème de son, Vous allez comprendre quand on va travailler sur le portfolio. Monsieur Raphaël, coupez un peu votre micro, je vous en prie. Vous allez comprendre quand on va travailler sur le portfolio que ici, il ne s'agit pas pour les bailleurs de fonds d'avoir un seul domaine d'expertise où on est ultra spécialisé seulement. Il faut en plus d'abord faire un bilan de ses compétences clés et en fonction du secteur ou du bailleur de fonds qui est notre cible, on va définir une cible qui représente une cible de marché. En fonction du secteur, on va identifier les points de convergence avec nos compétences clés et on va ressortir les éléments qui peuvent permettre de mettre en lumière notre compétence principale. Vous êtes par exemple environnementaliste, mais vous devez associer à ça une connaissance accrue de la gestion de projet. Ça, c'est obligatoire. Vous devez ajouter à cela une connaissance accrue des normes internationales. Dès que vous avez ces éléments, on va faire avec vous ce qu'on appelle la création d'un portfolio dans lequel on va créer un CV axé sur les résultats. Et à partir de là, faire valoir cela au bailleur de fonds. Donc, il n'y a pas une compétence spécifique où les bailleurs de fonds recrutent toujours. Il faut d'abord, en plus de votre domaine d'origine, avoir des compétences transversales et y associer des compétences en gestion de projet et en administration en général. Vous allez voir pour un constat de travail à un niveau stratégique, à un niveau un peu élevé. Ça veut dire que quand on vous recrute, on va toujours on va toujours vous demander d'abord de présenter vos compétences académiques qui doivent d'abord être en correspondance directe avec ce qu'ils ont proposé dans le TDR. Ensuite, derrière, juste en bas, on va vous demander de présenter vos certifications qui démontrent les connaissances dans certains points clés qu'ils vont citer. Ils vont citer des points en management, ils vont citer des points en gestion de projet, ils vont citer des points en expérience, en connaissances multilingues, autant pour moi, et des connaissances dans plusieurs pays. Ce sont leurs exigences là. Donc, il n'y a pas spécifiquement une compétence qui est plus demandée qu'une autre, en dehors des compétences transversales telles que la gestion de projet et l'administration en général. En fonction des différents bailleurs de fonds, on aura des demandes dans plusieurs secteurs. Donc, il n'y a pas, je ne peux pas vous conseiller en vous disant que voici le secteur dans lequel vous devez le plus vous spécialiser pour être sûr qu'on vous retiendra. Mais l'une des choses, je dois vous dire, c'est qu'il faut vous rassurer que vous avez d'abord un troisième cycle dans le domaine pour lequel vous êtes d'abord sur le plan académique formé. Ensuite, vous devez avoir 4 ou 5 autres certifications parce que n'oubliez pas, on va le voir tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle l'appel à concurrence. Vous aurez des personnes qui auront 2 doctorats dans un domaine, ce qui va vous démarquer de ces personnes, c'est la valeur ajoutée que vous aurez peut-être mis sur le plan de la pratique et comment vous aurez arrimé vos CV sous forme, faire vos CV axés sur des résultats. En démontrant, par exemple, que en tant qu'environnementaliste, vous n'allez pas dire j'ai géré le projet environnemental tel, mais vous allez plutôt dire j'ai amené le changement sur le plan de la construction des puits à partir peut-être des forages qui utilisent les panneaux solaires, l'électricité renouvelable, et j'ai aménagé quel pourcentage. Ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous démarquer et vous apporter maintenant une certification selon ces standards internationaux. Vous allez voir que vous serez plus recherché par eux que quelqu'un qui sera venu avec beaucoup avec des doctorats et tout ce qui va avec. Donc, il n'y a pas une compétence spécifique qui soit plus demandée qu'une autre en dehors des compétences transversales. Donc, tout le monde vient d'abord avec des compétences académiques, mais il faut acquérir ces compétences transversales. Je crois que j'ai répondu là. On va passer à une autre question. OK. Quelqu'un d'autre a une autre question? Allons-y.
Allô, bonjour. Moi, j'aurais posé la question de savoir quelles sont les chances pour un nouveau consultant de décrocher un appel d'offres auprès des bailleurs de fonds institutionnels. Alors, ça fait partie de l'objet de la suite du coup, mais je vais quand même vous répondre. Vous devez savoir que les chances sont les mêmes pour tout le monde. Que vous soyez nouveau ou ancien, tout dépend du regard que vous portez sur les thèmes de référence qu'ils vous ont déposés. Parce qu'il faut avoir un regard précis et il y a une démarche. Si vous respectez la démarche, c'est comme toute préparation, hein, avec les bailleurs de fonds, avec le montant de l'enveloppe ou des honoraires sont assez élevés. Si vous devez gagner 40, 50 millions, il faut la préparer. Alors que vous soyez nouveau ou ancien, la démarche est la même. Vous devez d'abord pouvoir bien comprendre le processus, bien étudier vraiment en profondeur, hein, les thèmes de référence, c'est-à-dire regarder ce qui est dit de manière visible et ce qui est dit de manière invisible ou implicite. Une fois que vous l'avez, vous devez maintenant monter votre CV. Je n'ai pas encore dit répondre à l'appel d'offres, monter d'abord votre CV et l'arrimer, faire votre bilan de compétences dans ce CV, estiper les connaissances, les compétences clés. J'insiste sur le thème compétences que vous allez comprendre plus loin. Les estiper et voir les résultats que vous avez obtenus dans ces compétences clés. Retirer ces compétences, les reformuler selon le langage propre à cette institution, les arrimer à ce que demandent ou requièrent les TDR de ces institutions. Et ce n'est que comme ça que vous aurez une valeur ajoutée et que vous pourrez être d'abord pris sur la liste restreinte des consultants dont on va vous recruter. Même si l'appel d'offres ne vous a pas donné, on ne vous retient pas pour l'appel d'offres en question. Déjà, vous ferez partie de leur liste restreinte des consultants, donc ils vous ont déjà intégré parmi eux. Maintenant, régulièrement, le secret, c'est que vous devez répondre régulièrement parce qu'ils vont maintenant vous envoyer tous les jours des appels d'offres et vous devez répondre le plus possible pour que vous êtes ici en train de faire une sorte de sensibilisation sur vos compétences. Et maintenant, pour déceler, pour dénicher l'appel d'offres, pour vous satisfaire clairement, il va falloir seulement vous être appuyé par un petit mentorat parce que vous devez savoir que les bailleurs de fonds institutionnels, on y est entre passants, je suis désolé. C'est une réalité. Hein. On y est entre passants, mentor. Il faut toujours avoir des connaissances. Et les connaissances, ce n'est pas les connaissances amicales au quartier. Hein. C'est de faire partie de leurs conférences, d'assister à leurs webinaires. C'est de prendre. Parce que ces personnes qui sont à l'aide doivent être pour vous des prescripteurs. Donc, des personnes qui vous recommandent. Donc, il y a tout ça qu'il faut pouvoir prendre en compte. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est la démarche. Alors, je vais répondre. Je vois ici dans le chat plusieurs questions. Oui, allez-y. Oui, j'ai arrêté. Le partage est là. Mais bon, attendez. Je refuse mon antivirus voudrait absolument, parce qu'il a décelé un virus et il voudrait absolument redémarrer. C'est lui qui me bloque là. Mais ça va. C'est bon. Alors, vous avez posé également la question, quel parcours académique est-il recommandé pour mieux faire face aux défis courants en tant que consultant? Alors, à cette question, elle est simple. Hein. Vous devez vous rassurer seulement, quelle que soit la nature de votre parcours académique, parce que ça touche à tous les domaines. Vous devez juste vous rassurer d'avoir au moins un troisième cycle, c'est-à-dire un master. Aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle troisième cycle. Au moins d'abord un master. Ça, c'est la première chose. Assurez-vous que vous avez atteint un master. Si vous n'avez pas un master, vous devez avoir des certifications professionnelles internationales qui démontrent de la validation de vos acquis d'expérience, qui démontrent de votre connaissance et qui peuvent être compensés par le master. Je prends un exemple. Moi, je suis formé à l'origine en de formation à la base. Ensuite, je me suis formé en gestion de projet. J'ai obtenu un master, puis j'ai fait un doctorat dessus. Puis je me suis formé en gestion des ressources humaines, où j'ai fait également un master professionnel. J'ai obtenu. Je suis entré dans un organisme international, parce que ce sont les expériences que vous demandez. Je suis allé entrer dans un organisme international. J'ai travaillé dans un projet financé par des bailleurs de fonds internationaux en tant qu'animateur, puis promoteur, puis assistant chef de projet. Plus tard, je suis devenu chef de projet. Étant là, vous vous rendez compte que j'ai commencé à remplir les différentes conditions. Mon but à moi était d'intégrer les Nations
Unis, seulement à l'époque, demandait d'avoir, pour occuper un poste de directeur, d'avoir au moins, à l'époque, hein, c'était ça les conditions, d'avoir au moins 35 ans, ce que je n'avais pas. Alors, j'ai commencé à remplir mon parcours. Ça m'a obligé plus tard à faire des certifications parce que si vous avez fait psychologie, c'est bon, vous êtes dans les sciences sociales, ils vous prendront. Vous avez fait gestion de projet, c'est bon, vous êtes dans le domaine des projets, ils vous prendront. Si vous avez fait gestion des ressources humaines, donc maîtriser également le volet administratif, ils vous prendront. Mais la question reste, quand on lance le poste, il y a la concurrence. Si vous regardez les CV des autres, vous êtes curieux, vous aurez peur, vous n'allez pas pouvoir répondre. La démarche reste la même pour les intégrer. Ayez simplement votre ici. Faites des certifications internationales, mais surtout ici, ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir bien comprendre, bien analyser leurs besoins lorsqu'ils vous envoient les TDR. C'est la seule clé. C'est la seule clé ici. J'insiste dessus. De mon côté, le son passe. C'est la seule clé. Si vous maîtrisez leur processus, on va vous l'apprendre. Si vous savez comment répondre, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'en matière de gestion de projet, chaque projet est unique. Donc, quand on ne va pas dire qu'il a l'expérience, pas avant. C'est la clé, c'est la condition des projets, l'unicité. C'est la loi, la première loi, l'unicité et la temporalité. Alors, ça veut dire que personne, quand il vient répondre à cette TDR, n'a de l'expérience. La seule expérience, c'est ce qu'on a fait avant dans beaucoup d'autres domaines. On vous donne un thème de référence, on vous donne des thèmes de référence. Vous aurez par exemple l'impression que ça ne cadre pas à votre domaine. Éclatez ce thème de référence en plusieurs sous-éléments. Vous allez y retrouver des compétences sur lesquelles vous avez déjà travaillé. Vous faites dans les compétences que vous faites un croisement et vous regardez les résultats que vous avez obtenus. Là où vous avez eu le plus de résultats possible, vous tirez ça et vous répondez à leur appel. Tout en mettant la méthodologie que vous avez utilisée. Et à la fin, vous vous rassurez juste que ça répond à leur vision. Par exemple, en développement durable, si votre réponse ne parle pas à la fin, même si elle est bonne, vous ne serez pas retenu. Vous allez voir par la suite deux histoires sur lesquelles on va parler, sur lesquelles on va s'arrêter tout à l'heure, que vous aurez beau avoir toutes les compétences que vous voudrez. Tant que vous n'allez pas pouvoir comprendre comment répondre clairement à leurs appels, vous ne pourrez pas. C'est ça qui est important ici. Les diplômes, c'est bon, mais ça reste secondaire. C'est de comment les comprendre, comment répondre, c'est cette méthodologie-là que vous devez avoir. Parce que vous devez savoir que tout le monde peut devenir consultant auprès des bailleurs de fonds institutionnels sans avoir d'abord pratiqué le métier de consultant. On ne vous demande pas une certification que vous étiez déjà consultant ailleurs. On vous demande d'avoir une certification pour le domaine dans lequel on est en train de vous parler. Et vous pouvez savoir, on vous demande de faire un CV axé sur les résultats. Voilà, pour répondre à votre préoccupation. Alors, quelqu'un d'autre avait une question aussi. Quel parcours on a déjà répondu? Bonjour, s'il vous plaît, veuillez faire un débrief sur ce que vous venez de donner auparavant parce qu'on avait des problèmes de connexion. Alors, dans un premier temps, on vous a présenté les bailleurs de fonds institutionnels. Je vous ai fait une liste en vous donnant, vous définissant les missions de chacun. Je vous ai présenté la Banque mondiale, je vous ai présenté le FMI, je vous ai présenté la BAD, je vous ai présenté l'ONU et ses sous-entités. Je vous ai présenté également les sous-entités de certains pays tels que les États-Unis qui ont l'UCED, la France qui a l'AFD, Agence française de développement. Je vous ai décrit également comment chacun finance des projets de manière ciblée en fonction de la vision même que l'organisme s'est donnée. Parce que les programmes sont ciblés. Vous allez prendre par exemple la BAD qui finance beaucoup plus des projets dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. C'est beaucoup plus ça avec la BAD. Vous allez remarquer dans nos pays qui sont en grand chantier, les routes sont beaucoup plus financées à la fois par la BAD et la Banque mondiale. Vous allez voir, lorsqu'on construit les barrages, les grands barrages hydroélectriques, c'est souvent la BAD. Donc ici, il est important de retenir ici que ces organismes ont déjà des points cibles. Je vais vous donner les sites vers lesquels vous pouvez connaître leurs cibles et bien les comprendre. Et à la fin, il y a toute une feuille de référence pour ça, des sources pour pouvoir tirer le rapport et tout. Maintenant, le deuxième point sur lequel on a travaillé était de vous présenter les attentes de ces organismes pour nous, les consultants. C'est-à-dire, quelles sont les compétences clés que nous devons avoir, quelles sont les compétences clés que nous devons leur démontrer pour qu'on soit éligible ou bien pour qu'ils puissent poser leur regard sur nous. C'est ce que nous étions en train de faire dans cette partie ici, cette deuxième partie.
On va entrer plus en détail. En avant, je vais prendre une dernière question. Bonjour, rebonjour. Oui, rebonjour, allez-y. Au niveau maintenant, à partir du moment où on a pu analyser les besoins du TDR et qu'on souhaite postuler, comment se passe l'offre financière? Alors, on a toute une partie dans le cours à la suite. Je vais vous montrer comment on structure l'offre financière. Parce qu'on est payé en fonction des horaires. Donc, il faut d'abord avoir découpé. On va découper, est-ce que ce sera un jour homme, un mois homme, ça dépend de la durée de la mission. Et puis, je vais vous montrer comment on structure l'offre financière. Parce qu'il y a certains bailleurs de fonds qui ont déjà les offres financières quand ils répondent au TDR. Et il y en a qui vous demandent de proposer votre offre financière. Ça dépend de comment ils veulent sélectionner leurs consultants. Maintenant, les offres financières, ils ont déjà proposé. J'ai l'impression que quand vous parlez vers votre gauche, on a tendance à ne pas entendre. Ah, d'accord, d'accord, ça va maintenant? Oui, ça va maintenant. Alors, vous allez remarquer, si vous avez une offre financière, juste pour répondre, hein, si vous avez une offre financière qui est présentée dans les TDR, on a ce qu'on appelle la loi de Parkinson. Votre réponse doit couvrir cette offre-là, doit aller jusqu'à couvrir le montant qu'ils ont mis. Maintenant, s'ils n'ont pas mis un montant, vous étudiez selon ce qu'on appelle la méthode Delphi, c'est-à-dire que vous étudiez par analogie, vous reconnaissez ce que d'autres projets dans lesquels ils ont émis la même offre par le passé, vous regardez les montants qu'ils ont validés et vous regardez ce qu'ils font actuellement pour pouvoir faire une offre qui correspond. On va parler de ça plus en avant, s'il vous plaît. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a demandé si j'ai un diplôme en comptabilité, est-ce que je peux être consultant? Je vous ai dit que tout le monde sait faire plusieurs choses. La comptabilité reste un domaine général. Il va falloir, dans ce diplôme de comptabilité, en plus de ce que vous avez fait, c'est surtout l'expérience qui est importante, c'est en plus de votre diplôme. La comptabilité, c'est la gestion. Alors, dans cette comptabilité, il y a plusieurs postes qu'on prend dans la gestion budgétaire et tout. Il faut pouvoir déterminer quelles sont les compétences clés dans le domaine de la comptabilité où vous allez travailler. Je vous ai dit ici, le CV, c'est axé sur les résultats. Tout ce que vous allez mettre dans votre CV doit devenir un portfolio et ça doit être axé sur des résultats. Donc, il faudrait que j'ai d'abord votre CV, que je puisse comprendre vos éléments sur lesquels vous avez déjà travaillé pour pouvoir voir vers quoi vous dirigez comme consultant. Donc, je dois vous... Comptabilité reste général, c'est un domaine très, très général. Alors, si quelqu'un dit ici, si je comprends bien, oui, il y a la GIZ, bien entendu. Je ne pourrais pas vous citer tout ça ici. Ça, il y a la GIZ, il y a même la Banque islamique, il y a beaucoup. J'ai pris ceux qui financent le plus. La GIZ est beaucoup dans le développement. Hein, c'est un des plus gros bailleurs de fonds. Il y a beaucoup d'autres. C'était juste des exemples. Alors, à la suite, je vous ai mis un site où il y a tous les bailleurs de fonds. Hein, vous pouvez les lire. Il y a aussi, bon, si je comprends bien, c'est la pertinence à la réponse au TDR et la construction de notre CV qui nous donne une chance d'être retenu. Oui, c'est ça la préparation. C'est ça la préparation en fait. Il faut d'abord pouvoir vous préparer sur comment on fait le TDR. Si vous ne décelez pas ce qui est caché, on ne vous prendra pas parce qu'il faut une valeur ajoutée. On ne vous prendra pas. Une fois que vous avez décelé ce qui est caché, vous pouvez comprendre ce qu'ils attendent réellement de vous. Vous mettez votre valeur ajoutée. Vous consultez le CV tel que ce qu'ils ont demandé pour prouver ce que vous avez dit. Vous mettez les références parce qu'ils demandent toujours les références et ils vérifient. Ils vérifient toujours les références. Quand vous mettez, si vous répondez à leurs conditions d'éthique, c'est fini. Alors, on va prendre les deux dernières questions pour qu'on avance. Hein. Pour quelqu'un qui a un parcours en quoi je n'ai pas suivi, quelles sont les certifications internationales que vous considérez? Il faut déjà que je connaisse votre parcours, je maîtrise vos domaines clés. Ça veut dire que je dois construire avec vous votre CV, votre portfolio. Donc, je dois construire avec vous votre projet de conseil. Donc, il faut d'abord identifier votre marché. Pour identifier votre marché, il faut d'abord faire votre bilan de compétences. Quand vous l'avez fait, j'ai votre CV. Avec ce bilan, on va identifier vos compétences clés. On va sortir ce qu'on appelle un projet de conseil. À partir de ce projet de conseil, je peux vous dire quelles sont les certifications qu'il faut mettre en valeur pour les domaines d'expertise que j'aurai, les compétences clés ou les expertises que j'aurai estimées de là. Il faut construire d'abord cela. Tant que je ne l'ai pas, je ne peux pas. On va vous apprendre, à la suite, il y a toute une formation dessus que nous faisons, hein, sur comment construire son expertise et savoir mettre en avant ces domaines de compétences et les valoriser au niveau international, donc les certifier. OK, d'accord.
je réponds à cette dernière question et je vais poursuivre comme M. Machoke qui a proposé. Ça, c'est important. Sinon, on va beaucoup s'attarder, on n'avancera pas. Que pensez-vous de la langue? Par exemple, la Banque mondiale, dont la langue de travail est l'anglais, publie souvent des DAO, mais étant francophone, on a du mal. Alors, je vais vous dire, la clé est de maîtriser au moins 3 langues, le français, l'anglais et l'arabe. Vous devez maîtriser une des langues très bien et vous adaptez pour la seconde. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles, ça traduit tout. Hein. Vous avez des bons logiciels, c'est fini, mais vous devez pratiquer la langue. Ça, vous allez remarquer, si vous postulez, si vous avez des barrières sur les langues, vous ne serez pas retenu. En plus, il faut connaître les langues locales en fonction de la zone dans laquelle ils ont envoyé le courrier. OK, on va poursuivre. Je vais prendre les autres questions après. On va passer à la phase suivante, s'il vous plaît. Ça va répondre même à beaucoup de questions. Comprendre le fonctionnement des bailleurs de fonds, exploration des rôles. Alors, les bailleurs de fonds institutionnels opèrent selon des structures et des processus bien définis. Ça va répondre à beaucoup de questions que vous m'avez posées. Alors, on va donner ici une explication approfondie. Fonctionnement des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds institutionnels opèrent selon des mécanismes complexes, ça on l'a déjà dit, et bien structurés. Appréhender ces mécanismes est crucial pour toute personne souhaitant collaborer avec eux. Ces institutions poursuivent des objectifs spécifiques fondés sur des priorités globales telles que la réduction de la pauvreté, la promotion de la paix, le développement durable. Elles fonctionnent donc à travers des cycles de financement où chaque projet est évalué en fonction de sa contribution potentielle à ces objectifs. Très important. La transparence, la gestion efficiente des ressources et l'impact mesurable sont au cœur de leurs préoccupations. Alors, on va vous prendre ici des exemples qui vont répondre aux questions de chacun. Comment ils fonctionnent, je suis parti, j'ai conçu ici à partir des exemples concrets. Alors, commençons par le processus de qualification des consultants. Pour ceux qui m'ont demandé qu'il faut faire pour être éligible. On commence par le processus de qualification des consultants. On commence ici par la Banque mondiale. On a ici une illustration significative. Alors, je vous parlais ici de processus de qualification des consultants selon le modèle de la Banque mondiale. Alors, je suis parti ici sur une illustration significative. Lorsqu'un projet est financé par la Banque mondiale, une première étape ici consiste souvent à établir une liste restreinte de consultants qualifiés. Ce que je vous disais tout à l'heure. Pour cela, la banque utilise la méthode de qualification basée sur les compétences, la QBC, méthode de qualification basée sur les compétences. Par exemple, ici, pour un projet de développement rural au Cameroun, la banque pourrait demander aux consultants de démontrer leur expérience spécifique dans la gestion de projets similaires dans des pays de développement, des pays en développement. Je crois que vous commencez à comprendre ici. Donc, les consultants doivent fournir ici des preuves documentées de leur expérience antérieure. Il y a des rapports, des études de cas, des certificats pour être éligibles à figurer sur ces listes restreintes. Ça, c'est le processus de qualification des consultants par la Banque mondiale ici. Et tu as la méthode de qualification basée sur les compétences. Donc, on va regarder, on ne va pas regarder votre diplôme, mais on va regarder ce que vous avez déjà fait dans le domaine pour lequel on vous sollicite et on vous met en concurrence afin de pouvoir vous mettre sur une liste restreinte. Il faut toujours pouvoir faire ce bilan de compétences et reformuler ce qu'on a fait. Ça doit être axé sur les résultats. Moi, j'expliquais ça tout à l'heure. Alors, je prends également un autre exemple. Procédure de consultation concurrentielle. Ici, c'est la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement, ici, utilise souvent un processus de consultation concurrentielle pour sélectionner des consultants. Un exemple concret ici serait la sélection d'un consultant pour un projet d'infrastructure au Cameroun. Alors, dans ce processus, une demande de proposition est émise. On vous demande de répondre à des TDR. Et ici, les consultants doivent soumettre leurs propositions techniques et financières. Les propositions sont évaluées selon des critères tels que la qualité de l'approche méthodologique, la pertinence de l'expérience et le coût proposé. Alors ici, ce processus est strictement encadré pour garantir la transparence et l'équité dans la sélection. Alors ça, c'était pour le processus de qualification des consultants. Vous avez également les stratégies de réseautage. Alors, le résultat dans le contexte des bailleurs de fonds ne se limite pas
à l'établissement de contacts. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Il s'agit de créer des relations stratégiques basées sur la confiance et l'intérêt mutuel. Comprendre les dynamiques interpersonnelles au sein des institutions, savoir naviguer dans les réseaux professionnels mondiaux et se positionner en tant que partenaire fiable. Le résultat efficace est souvent le facteur donc décisif qui vous distingue des autres consultants lors de l'attribution des projets. Le troisième point ici, c'est la technique de rédaction de propositions. Alors, la rédaction de propositions pour des bailleurs de fonds institutionnels ici est un art en soi. Ce processus requiert une compréhension approfondie des priorités des bailleurs de fonds, une capacité à structurer les informations de manière logique et convaincante, parce que là, c'est très important, et une attention aux détails pour respecter les critères d'éligibilité. Alors, souvent, quand on nous donne une proposition où on veut répondre, vous allez vous rendre compte que moi, avant de répondre à n'importe quelle proposition, je regarde d'abord si je peux gagner. C'est-à-dire, si je serai sur la liste restreinte, je compte les points. Et je prends chaque rubrique, je mets le nombre de points, je regarde la compétence qu'il recherche, je regarde l'expérience qu'il recherche, je regarde les références qu'il recherche et je croise. Si je n'atteins pas, je prends un exemple, si c'est sur 10, si je n'atteins pas 8 sur 10, je ne soumets pas l'offre, je ne réponds pas, parce que ça ne sert à rien de répondre, ne pas être retenu dans la liste restreinte. Donc, il faut pouvoir faire une proposition bien rédigée qui doit démontrer la faisabilité, mais aussi convaincre les bailleurs que ce pourrait constituer une opportunité unique pour eux d'atteindre leurs objectifs. Donc, il faut toujours avoir une plus-value. Donc, il faut d'abord une compréhension accrue dans l'analyse du besoin, l'analyse fonctionnelle. Il faut bien maîtriser l'analyse fonctionnelle qui vous permet de bien comprendre le besoin émis dans le TDR, les besoins explicites et implicites. Alors, vous avez ici un exemple, petit type d'un appel d'offres de la Banque mondiale. Alors, un appel de la Banque mondiale pour un projet de développement de l'éducation au Cameroun pourrait inclure plusieurs sections spécifiques, parmi lesquelles la section 1, description détaillée du projet et de ses objectifs. Section 2, exigences techniques, où le consultant doit démontrer sa capacité à développer des programmes d'éducation conformes aux standards internationaux. Section 3, critères d'évaluation détaillant comment les propositions seront notées, par exemple 40% pour l'expérience, 30% pour la méthodologie, 30% pour le coût. Ce que je vous ai dit, je regarde d'abord tous ces éléments. Section 4, format de soumission précisant les documents requis, CV, référence, plan de travail. Alors, beaucoup de personnes tombent dans ce piège. On a toujours tendance à négliger la section 4 en se disant qu'ils ne vont pas faire attention. Je vous dis, même si ça compte souvent sur moins de points, c'est l'un des éléments qui élimine. On ne respecte pas comment ils ont demandé de faire le CV, on ne respecte pas les références, comment ils ont structuré de répondre, de donner les références, on ne respecte pas la construction du plan de travail et on ne monte pas le budget tel qu'ils ont demandé. S'ils ont mis 100 TVA, vous mettez 100 TVA. S'ils ont demandé avec TVA, vous mettez la TVA. S'ils ont dit un délai de 30, ajoutez un délai de 30 jours pour vous mettez un. S'ils ont dit au moins 30 jours, vous mettez au moins 30 jours. S'ils ont dit 30 jours, vous mettez 30 jours. C'est des éléments pour lesquels nous avons été éliminés souvent. Je travaillais dans le cadre d'un organisme. On a répondu, on nous a éliminés juste à cause du délai. Nous avons mis un délai de 45 jours alors qu'ils exigeaient un délai de 60 jours. Juste à cause du délai, on nous a mis de côté. Alors qu'on avait la meilleure proposition technique. Donc, c'est très. Chaque point ici, il faut noter ça, il faut respecter. Une fois que vous avez bien fait l'offre technique, vous devez passer ici au processus de négociation des contrats. Ici, je vous ai pris un exemple. Ici, fait par le Fonds monétaire international. Quelle est leur technique? Illustration significative. Une fois qu'un contrat est précisé par le FMI, c'est-à-dire qu'on vous a déjà d'abord retenu, une phase de négociation pour affiner les termes. Ça, c'est pas seulement avec les de fonds. Par exemple, pour un projet de réforme fiscale au Cameroun, le FMI pourrait négocier les termes de contrat avec le consultant sur les aspects tels que les délais de livraison, les paiements échelonnés, les indicateurs de performance à atteindre. Cette étape est cruciale car elle permet d'ajuster les attentes des deux parties avant le début du projet. Ici, on appelle ça la note de cadrage définitive. Parce que tout le monde ici entendait la négociation de contrat, pas seulement à l'aspect financier. Non.
Ici, c'est là où on vous donne de manière plus claire les aspects et on vous édifie davantage. Alors, l'autre point, c'est la gestion financière et les risques. Alors, la gestion financière dans les projets financés par les bailleurs de fonds est essentielle pour garantir non seulement le succès du projet, mais aussi pour maintenir la confiance des bailleurs. Cela implique une planification minutieuse. Pour ça, on utilise des logiciels. Hein? Un suivi régulier des dépenses et une gestion proactive des risques financiers. Les bailleurs attendent une utilisation transparente et tout écart par rapport au budget doit être justifié de manière claire et convaincante. Voilà. Alors, l'autre point ici, c'est la gestion de la communication avec les parties prenantes. Je prends un exemple au niveau de la BAD. Dans un projet de développement agricole financé par la BAD au Cameroun, alors si vous ne m'entendez pas bien, il vaudrait mieux parler parce que comme j'ai partagé l'écran, je ne lis pas les chats. Hein. Donc, si vous ne m'entendez pas bien, vous me signalez. Oui, moi, la remarque, c'est lorsque vous parlez, que vous bougez, on a tendance à perdre le son et que ça revient aussitôt, quoi. Donc, Ah, d'accord. C'est le jeu de la connexion, en fait. voilà. Le jeu du direct. Voilà. Alors, je vais essayer de bouger moins, parce que j'ai l'impression que je suis en salle. Hein. Alors, la communication avec les parties prenantes. J'ai pris l'exemple ici de la BAD. Dans un projet de développement agricole financé par la BAD au Cameroun, la gestion de la communication est essentielle. Par exemple, un consultant doit savoir comment présenter des rapports d'avancement non seulement aux bailleurs de fonds, mais aussi aux parties prenantes locales comme les ministères concernés et les communautés rurales. Alors, cette partie est très importante pour ceux qui ont travaillé dans l'humanitaire. Vous allez voir ça. Si vous ne communiquez pas, aucun financement ne peut venir des institutions, des bailleurs de fonds institutionnels sans passer par la tutelle des ministères. Hein. Et si vous ne communiquez pas à ces ministères, vous allez échouer. Les projets ne vont pas avoir l'impact recherché. J'aime bien prendre cet exemple-là où on a négligé les parties prenantes dans la communication. On nous avait confié un projet dans les zones camerounais, on a confié un projet dans la zone du Septentrion, dans une zone un peu retirée où on devait construire des puits, 2 puits pour des populations enclavées, là, populations pygmées pour la plupart. Une partie, ce n'étaient pas vraiment des pygmées, mais ils étaient limitrophes avec les pygmées. Parce qu'on s'était rendu compte avec l'UNICEF, que l'UNESCO et l'UNICEF, que les enfants n'allaient pas à l'école. Là, et les raisons qu'on avait pu identifier lors des enquêtes nous avaient prouvé que les enfants n'allaient pas à l'école parce qu'ils allaient puiser l'eau très loin. La possibilité à l'eau n'était pas là. Et quand ils revenaient, l'heure de l'école était passée. Alors, nous, on a construit des puits pour qu'ils n'aillent plus puiser l'eau loin, pour qu'ils puissent rapidement l'eau et puis aller à l'école. Mais on s'est rendu compte qu'on avait échoué. Simplement parce qu'on n'avait pas communiqué comme il fallait avec les parties prenantes, parmi lesquelles il y avait le chef de la localité qui devait nous donner leurs us et coutumes. Les enfants n'allaient pas aller puiser l'eau loin parce que c'était un rite chez eux. Seuls ceux qui étaient déjà adultes pour devenir hommes restaient là au campement parce que ils avaient des constructions, pour ceux qui sont nordistes, ici au Camerounais, ils avaient des constructions uniques, c'est-à-dire on construit une grande case où on n'a pas de chambre. Et comme on n'a pas de chambre, on ne peut pas avoir d'intimité quand les enfants sont là. Tout le monde dort dans la même salle, tout le monde mange au même endroit. Alors, le seul moyen où les parents, ils vivaient de chasse la nuit, le seul moment où ils avaient le temps d'avoir l'intimité, c'était quand ils envoyaient les enfants à la rivière. Et c'était devenu un rituel chez eux. Ils pouvaient les envoyer à l'école et pour faire ce qu'ils voulaient, mais ça faisait partie d'un rituel qu'ils avaient déjà instauré depuis. Alors, dès que tu devenais un homme, on te disait de rester à la maison, de ne plus aller à la rivière, c'est parce que tu étais devenu un homme. Alors, nous, on n'avait pas compris comme ça. Et c'est pourquoi, après, le projet a échoué. Et on est revenu recadrer en mettant en place un nouveau projet de renforcement. Et on a changé les mentalités en mettant en place vers un nouveau type de logement pour changer cette culture-là. Donc, il est important ici d'utiliser la communication avec les partenaires. C'est l'un des facteurs ici, pour ces bailleurs de fonds institutionnels, c'est ça. Maintenant, les techniques de présentation efficaces.
lorsqu'on a rédigé son appel d'offres, lorsqu'on a mis en place des plans de communication et tout, il faut maîtriser les techniques de présentation. Il faut avoir des techniques de présentation efficaces. Alors, lors de la présentation finale des résultats d'un projet d'infrastructure financé par la Banque mondiale, le consultant doit être capable de présenter les données de manière claire et convaincante. Ça, c'est l'élément qui nous fait souvent échouer. Beaucoup de personnes échouent ici parce qu'ils ont déjà vu qu'ils ont fini le projet, ils ont bien travaillé sur la mission, ils ont déjà perçu la somme, mais ils se rendent compte qu'à la fin, pour présenter les résultats, ils ne maîtrisent pas les techniques et les étapes pour les présenter. Par exemple, pour un projet routier au Cameroun, un consultant pourrait utiliser des cartes interactives et des simulations pour démontrer l'impact du projet sur la réduction des temps de trajet et l'amélioration de la sécurité routière. Cette approche visuelle et analytique est souvent plus convaincante pour les bailleurs de fonds que des simples rapports textuels. Parce que nous avons tendance à toujours faire des rapports. Vous voyez ici que ça dépend. La présentation est très importante pour ces gens-là. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. L'évaluation et le suivi des projets. Alors, procédure d'évaluation externe, la Banque mondiale ici. À la fin d'un projet financé par la Banque mondiale, une évaluation externe est souvent requise pour mesurer l'impact du projet. Par exemple, pour un projet de santé publique au Cameroun, un consultant pourrait être chargé de concevoir et de mener une enquête sur le terrain pour évaluer l'amélioration des soins de santé primaire. Les résultats de cette enquête doivent être présentés sous forme de rapport détaillé avec des recommandations pour les projets futurs. Vous allez voir ici, ce sont des structures qui sont axées sur les résultats. C'est pourquoi l'évaluation ne peut pas s'arrêter comme dans l'évaluation d'un projet simple. Parce qu'on va voir le changement produit pour voir le résultat obtenu. Le résultat, ce n'est pas l'élément immédiat, c'est l'impact, c'est l'effet et c'est l'estran. Donc, l'estran, l'effet et l'impact. Il faut pouvoir maîtriser ce processus-là. On appelle encore chez eux la méthode des 3 R. On y reviendra peut-être dans un autre webinaire. Méthode de suivi et d'évaluation de la Banque africaine de développement. Ici, la BAD exige souvent, je dis, s'il y a des questions directes là, parce que vous m'entendez, pas surtout si ça parle du son, parlez parce que je ne vois pas le chat. Vous avez vu, j'ai partagé mon écran, je ne peux pas voir le chat. Oui, la BAD exige souvent, oui. Moi, juste, je n'ai pas entendu sur les trois, maîtriser l'effet, maîtriser l'impact, mais justement, je n'ai pas entendu le premier. Les estrants. Les estrants, ce qu'on appelle soit un résultat. C'est ça, les estrants. Ensuite, il y a les effets. Ensuite, il y a l'impact. D'accord. Voilà. Merci. Voilà. La BAD exige souvent la mise en place d'un cadre de suivi et évaluation tout au long de la durée d'un projet. Alors, pour un projet d'accès à l'eau potable au Cameroun, un consultant pourrait être chargé de créer un système de suivi en temps réel qui utilise des indicateurs clés de performance, qu'on appelle encore les KPI, tels que le nombre de ménages ayant accès à de l'eau potable, la qualité de l'eau, la durabilité des installations. Alors, le consultant doit alors produire des rapports périodiques, puisqu'il a dit qu'il fait un suivi régulier qui démontre l'évolution du projet en fonction de ces indicateurs. Bon, voilà l'autre élément ici, la mise en avant de la valeur ajoutée et du positionnement lorsqu'on répond à l'appel d'offres. Alors, le développement d'une proposition de valeur unique, ça c'est ici au niveau de la Banque mondiale, il faut toujours faire une proposition de valeur unique. Il faut se démarquer. Pour se démarquer lors d'une compétition de consultants pour un projet de développement urbain, un consultant pourrait mettre en avant son expertise unique en intégration de technologies intelligentes. C'est-à-dire qu'il y a déjà des ingénieurs qui font tout, mais lui, il a ajouté sa plus-value ici, c'est l'intégration des technologies intelligentes, qu'on appelle encore Smart City, dans le cadre de l'urbanisme. Et c'est bien précisé, ce n'est pas de manière générale, hein, c'est dans le cadre de l'urbanisme. Par exemple, pour un projet à Douala, le consultant pourrait proposer une approche innovante en utilisant des capteurs de données pour améliorer la gestion du trafic et réduire la pollution, démontrant ainsi une valeur ajoutée qui va au-delà des compétences techniques standards. Donc, il a démontré quelque chose qu'on ne retrouve pas. C'est ça qu'on appelle la valeur ajoutée, toujours avoir une valeur ajoutée. Alors, positionnement stratégique, ici. Je prends pour le Fonds monétaire international. Un consultant qui postule pour un projet de réforme économique financé par le FMI pourrait se positionner comme un expert en gestion du changement, en mettant en avant son expérience spécifique dans des contextes similaires. Par exemple, la réforme fiscale au Sénégal, le consultant pourrait illustrer comment il a aidé le gouvernement
sénégalais à mettre en œuvre des réformes qui ont réduit le déficit budgétaire tout en stimulant la croissance économique. Ce positionnement stratégique permet au Conseil de se différencier et de montrer comment son expérience peut directement bénéficier au projet du Cameroun. Donc, vous devez vous appuyer sur quelque chose que vous avez fait au niveau stratégique. Stratégique, c'est là où on conçoit tout. Qui a amené un changement et qui a réussi, puisque vous avez appuyé sur les résultats ici. Ce changement que vous allez mettre en avant ici, donne de votre réponse à cet appel d'offres. Alors, je vais m'arrêter également là pour prendre juste 3 questions, je vous en prie. Sinon, on va beaucoup ralentir. Alors, je vous écoute. Oui, bien sûr. Je vais vous rappeler mon nom à la fin, ne vous inquiétez pas. OK. Alors, je vous donne la possibilité de poser 2, 3 questions et puis on avance. Vous n'avez pas de questions? Alors, s'il n'y a pas de questions à ce niveau, on poursuit. Allô? Oui, Par rapport Oui. au rapport après les missions que nous avons menées, Oui. est-ce qu'on est nécessairement obligé à nos dernières missions? Dans les rubriques, on ne peut pas mettre tout un rapport entier. Il y a toute une rubrique. Il y a une rubrique qui nous permet de mettre les références liées à nos rapports. On peut, parce que parfois, c'est ça qui permet de démontrer notre capacité à résoudre le même problème ailleurs. Donc, les rapports sont pour nous l'élément qui étaye davantage notre capacité à résoudre le problème pour lequel on est sollicité. Donc, il est important pour nous de mettre. Maintenant, on ne met pas le rapport en entier. On met la référence qui démontre qu'on a fait. Par exemple, vous allez mettre rapport d'études sur. Plus tard, ils vont vous demander d'apporter le rapport. Le rapport, il est confidentiel, vous n'allez pas leur donner tous les éléments. Ils vont vous demander une référence, ils vont vous demander de prouver que vous avez déjà fait ça. Ils vont vous demander peut-être de donner un résumé de ce rapport pour montrer comment vous avez résolu le point pour lequel ils vous sollicitent. C'est parfois important quand on met rapport sur, on note, on ne va pas leur donner tout le rapport. Un rapport peut faire 50, 100 pages. Voilà. Oui, quelqu'un d'autre a une question, c'est ça? Ok, on passe à la suite. Merci beaucoup pour les réponses. D'accord. Alors, on va au module 2. Oui, alors. Ça va répondre également. Oui, allez-y. Oui, bon, moi, c'est par rapport au partage de votre écran. Bon, nous, à notre niveau, on ne voit rien. On ne sait pas si vous pouvez agrandir. Oui, je pense que si ça peut rester comme ça, c'est bon. Je demande si là, c'est bon. Maintenant, vous voyez le partage, il est bon? Oui, il est bon, il est bon. Ok, je vais redémarrer. Alors, pourquoi devenir consultant international? Alors, il y a un petit piège sur ce module-là. En réalité, c'est pourquoi intégrer les bailleurs de fonds institutionnels et devenir automatiquement consultant international. Dès qu'on reste au niveau des bailleurs de fonds institutionnels, on est automatiquement consultant international. Donc, pourquoi devenir consultant international auprès des bailleurs de fonds? Alors, c'est à la réponse à ces questions que c'est sur la réponse à ces questions que porte la suite de cette deuxième partie. Alors, l'objectif ici, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de comprendre pourquoi le consulting international auprès des bailleurs de fonds institutionnels représente une opportunité lucrative et enrichissante. Alors, vous serez conscient des avantages liés à ce type de carrière, mais aussi des défis que vous devez relever pour réussir. Ce module vous prépare donc à identifier les opportunités et à vous adapter aux exigences de ce domaine compétitif. Ça va répondre à beaucoup de questions qui m'ont été posées tout à l'heure. J'insiste, si quelqu'un ne m'entend pas bien, qu'il dise, qu'il lance son micro et qu'il parle. Parce que je ne lis pas le chat pendant que je partage l'écran. Si quelqu'un a un problème, qu'il me le dise directement. Alors, les avantages du consulting international. Elles sont nombreuses, hein, parce qu'elles vous donnent déjà la possibilité de vous engager dans des projets d'envergure et impactants.
mais également, elles ouvrent les portes vers un développement professionnel et personnel. Parce que je vais déjà vous dire, avant de dérouler, le métier de consultant, lorsqu'on se lance là-dedans, surtout ici chez nous en Afrique, il est mal compris. Il est même souvent galvaudé. Hein? Parce que tout le monde, dès qu'on vous demande c'est quoi un consultant, dès que quelqu'un ne sait pas faire quelque chose, il dit je suis consultant. C'est-à-dire, s'il n'a rien à faire, il se dit ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, je fais, il dit directement qu'il est consultant, ce qui est totalement faux. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un travail pour être consultant. Généralement, également, on ne comprend pas bien ce métier parce qu'au début, quand on est dans le début de sa carrière, on a 3 ans où, en tant que consultant simple, hein, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. On vit de manière précaire parce qu'au début, il faut d'abord construire son marché de conseil. Il faut que les gens comprennent que le métier de consultant est comme quand on veut ouvrir une boutique, un magasin. La prestation de services intellectuels, c'est ce qu'il y a dans notre tête, c'est notre marchandise. Il faut donc acquérir la marchandise et mettre en place son business plan pour pouvoir écouler après cette marchandise. Il y a un délai pour chaque chose. Mais beaucoup de personnes se disent que tout de suite, dès qu'il commence, comme il a une grande expérience, il va avoir tout de suite des marchés et il oublie qu'il y a toute une démarche même pour gérer son projet de conseil. Alors, il voit les offres qui viennent de partout et il postule. Et il soumet, il répond à toute offre qu'il voit. Il peut arriver avec la chance du débutant qu'un jour, quelqu'un l'appelle. Mais comme il n'aura pas compris les procédures, il n'aura pas compris, par exemple, que le consultant n'a pas l'obligation de résultat, mais il a l'obligation de diagnostic. Il va aller. Oui? VP, j'avais sign the last one. Je vous ai pas suivi, vous avez parlé bas. We will sign. Okay. I don't know. You are the one deciding. Okay. You take every page and then you sign the last one. Est-ce que vous pouvez couper son micro? Apparemment, il parle à une autre personne. Oui, parce que là, ce que j'ai constaté. Alors, je disais ceci. Vous allez vous rendre compte qu'il ne va pas, vous n'allez par exemple pas comprendre que le consultant, il a l'obligation de diagnostic, mais pas l'obligation de résultat. Et vous allez proposer dans vos réponses des résultats. Comme si vous avez l'obligation des résultats. Le consultant, il vous accompagne dans le changement. Il est le coach, il est le formulateur, c'est-à-dire il crée une formule pour que vous atteigniez le résultat que vous recherchez de vous-même. Il travaille sur la forme, mais pas sur le fond. Mais beaucoup se lancent sans comprendre comment ça fonctionne et tout. Il y a toute une démarche. Et pour éviter donc, de vivre dans cette précarité qui fait en sorte que parfois on commence, on abandonne, on rentre, on devient travailleur. Tout le monde qui s'est lancé principalement dans le consulting est passé par là. En général, il faut donc cette préparation. Et le meilleur moyen d'être à l'abri, monsieur Tassin, couper son micro. Le meilleur moyen d'être à l'abri, il faudrait pouvoir travailler avec des bailleurs de fonds institutionnels parce que c'est les seuls qui sont capables de vous ouvrir vers des possibilités inimaginables. Alors, c'est ce qu'on va vous présenter dans ces avantages du consulting international. Le premier avantage, c'est l'accès à des projets globaux et impactants. En qualité de consultant international, vous serez impliqué dans des projets touchant des milliers, voire des millions de personnes. Les bailleurs de fonds institutionnels financent des initiatives majeures dans divers secteurs avec un impact significatif sur le développement économique, social et environnemental des pays bénéficiaires. Je vous donne ici un exemple. Un consultant en gestion de projet a été mandaté par l'ONU pour superviser un programme de reconstruction après une catastrophe naturelle aux Philippines. Ce projet a permis la restructuration des infrastructures détruites et la relance de l'économie locale, ayant ainsi un impact direct sur la population. Vous voyez jusqu'où son travail pourra être reconnu, même dans 50 ans. Il sera même écrit, son nom va figurer dans des livres. Le deuxième point ici, c'est la valorisation des compétences et le développement personnel. Vous savez qu'on travaille d'abord pour être reconnu, donc mettre à disposition les uns et les autres notre expertise, mais on travaille surtout pour notre épanouissement. On est sur l'échelle de où on voudrait quand même une reconnaissance personnelle, une satisfaction personnelle. Le consulting international ici ouvre l'opportunité de mettre en valeur vos compétences et d'acquérir de nouvelles connaissances dans les domaines variés. Parce que vous serez au contact des autres. Vous allez collaborer avec des institutions internationales qui vont vous permettre, qui permettent le développement des compétences techniques et transversales telles que
la gestion de projets complexes, la négociation avec les parties prenantes internationales et la gestion des risques. Je vais vous dire, lorsque j'ai été promu directeur technique au niveau de la coopération avec Israël et le Cameroun, j'ai eu à gérer des projets vraiment d'envergure avec des enveloppes colosses. En tant que directeur technique, mes missions consistaient à étudier, mettre en place tout le processus, voir avec les bailleurs quels sont les risques financiers et tout, et accompagner dans le suivi et la réalisation. Ça m'a permis d'être en contact avec un certain nombre de personnes et de développer des compétences transversales que je n'avais pas. D'abord, en termes de langue, il a fallu que je maîtrise plusieurs langues locales, sous-régionales, c'est-à-dire ici au Cameroun, les langues qu'on parle ici, les langues qu'on parle au Tchad, les langues qu'on parle au Gabon, les langues qu'on parle au Nigeria. Je ne parle pas seulement des langues officielles, parce qu'à un moment, lorsque les projets étaient mis en place dans ces zones, il fallait aller avoir comme interlocuteur des personnes là-bas. Donc, ça m'a permis d'avoir une démarche accrue dans les démonstrations avec la sémiotique, c'est-à-dire le langage des signes. Parce que c'est celui qui passait le plus. Et ce n'était pas la sémiotique pour le langage des signes pour les sourds. C'était pour les personnes qui ne comprennent pas les mêmes langues, qui ne parlent pas la même langue que moi. Il fallait parler en faisant des démonstrations. Il a également, ça m'a aussi permis de maîtriser les processus dans divers pays et les normes ailleurs. Donc, ça m'a permis d'acquérir beaucoup de compétences que je n'avais pas avant, alors que je suis un... D'accord. Alors, développement d'une expertise de haut niveau dans des secteurs variés. En intervenant sur des projets internationaux dans les domaines tels que la finance, l'éducation, l'énergie, les constants acquièrent une expertise multisectorielle. Cela leur permet non seulement d'élargir leur champ de compétences, mais aussi de devenir des experts reconnus dans des domaines de plus en plus spécialisés. Je vais vous dire, hein, le plus important, c'est de gagner la première mission. Dès que vous l'avez, c'est fini. Parce que dès que vous allez acquérir des compétences, c'est un peu comme quand vous êtes en entreprise. Vous allez avoir ce qu'on appelle la polycompétence. Vous allez avoir des compétences que vous n'imaginez pas parce que vous serez en contact avec des personnes qui viennent d'horizons divers, qui travaillent sur divers autres projets. Vous allez créer ce qu'on appelle le réseautage. Avant la fin de la première mission, on va vous proposer une autre. Parce que vous allez créer un groupe. C'est comme ça qu'il fonctionne. Vous allez créer un groupe. Je vous prends ici un exemple. Un constant spécialisé en énergie renouvelable a été recruté par la Banque africaine de développement pour un projet visant à promouvoir l'accès à l'énergie solaire dans les zones rurales du Kenya. Ce consultant a acquis une expertise unique dans la mise en œuvre de solutions énergétiques durables en contexte africain. Alors, le cinquième point, c'est le renforcement de la crédibilité et du réseau professionnel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Collaborer avec les bailleurs de fonds institutionnels renforce la crédibilité des consultants. Dès que vous avez dans votre CV écrit que j'ai travaillé avec la BAD, même si vous n'avez pas mis le reste, vous avez travaillé comme quoi, vous détaillez ce que vous avez fait, c'est fini. Vous êtes déjà sur la liste restreinte. Si vous avez su répondre à l'appel d'offres. Ces institutions recherchent des experts jouissant d'une solide réputation. De plus, travailler sur des projets internationaux permet de tisser un réseau professionnel global en collaborant avec des experts, des décideurs et des institutions de divers pays. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer des personnes. En général, vous allez rencontrer facilement des ministres, des maires et tout sans vous en rendre compte. Vous allez rencontrer des personnes de référence dans des domaines clés. Le directeur des projets au FMI, le directeur de ceci, le directeur de cela. Donc, vous allez créer un réseau. Je vous prends toujours un exemple ici. Un consultant en gestion des ressources naturelles, après avoir œuvré avec le PNUD en Asie du Sud-Est, a vu sa crédibilité accrue, lui offrant ainsi la voie vers d'autres missions prestigieuses avec l'Union européenne et l'UCED. Alors, je vais aller un peu plus vite sur cette partie. Opportunité pour la constance, c'est presque la même chose ici. Hein. Je vous ai déjà dit, c'est une opportunité lucrative et enrichissante. Parce que là, vous aurez beaucoup de missions qui sont bien payées. Vous aurez, comme on a dit déjà, accès à des projets internationaux avec des budgets importants. Vous allez gérer des enveloppes budgétaires très costaudes qui se chiffrent en dollars, en plusieurs millions de dollars. En qualité de constant, vous aurez l'opportunité de travailler sur des projets
de gérer des budgets importants et d'apporter votre expertise à des projets ambitieux nécessitant une gestion professionnelle de haut niveau. Je prends un exemple ici. La Banque mondiale a financé un projet de 500 millions de dollars pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les zones rurales d'Afrique de l'Est. Un consultant en ingénierie hydraulique a été recruté pour superviser les aspects techniques du projet, supervisant la mise en œuvre d'infrastructures complexes dans plusieurs pays. Vous voyez que c'est assez lucratif. OK. On va maintenant parler à la fin ici des enjeux et des défis. Alors, si les avantages du consulting international sont nombreux, il est également crucial de comprendre les défis auxquels les consultants sont confrontés dans ce domaine. Ça va répondre également aux questions que vous me posiez tout à l'heure. Travailler avec ces bailleurs de fonds requiert une expertise technique approfondie, une compréhension pointue des procédures et la capacité à surmonter une concurrence souvent féroce. Le son, il est bon. Il a été coupé. On va faire avec la prochaine fois, on travaillera de manière différente. Alors, la complexité des procédures. Les bailleurs de fonds institutionnels mettent en place des procédures complexes, incluant des processus de sélection rigoureux, on l'a dit tout à l'heure, des exigences strictes en matière de rapport et une gestion administrative conséquente. Je crois que ça répond déjà d'abord à la première question de celui qui voulait savoir comment faire si on est nouveau et tout. Ce qui est important, c'est de maîtriser ces trois éléments. Pour réussir, les consultants doivent non seulement donc maîtriser ces procédures, mais aussi savoir s'adapter rapidement. Ça, c'est une compétence qu'il vous faudra. Quand vous avez fait votre bilan de compétences, comment reformuler ça pour que ça cadre avec les exigences du bailleur de fonds. Lors d'un projet financé par l'Union européenne au Maroc, un consultant en gestion de projet a dû naviguer à travers des processus d'approbation bureaucratique complexes pour garantir que le projet respecte les normes de l'Union européenne tout en étant livré dans les délais. Il y a également le deuxième point, après la complexité des procédures, les exigences techniques élevées. Les bailleurs de fonds institutionnels recrutent des experts possédant des compétences techniques de haut niveau. Moi, je vous ai dit d'avoir toujours d'abord au moins un troisième cycle. Faites tout pour, si vous n'avez pas le master, faites tout pour faire une certification parce qu'il y en a plusieurs, hein, on va vous les présenter peut-être à l'occasion, qui correspondent à ces diplômes-là que vous ne pouvez plus avoir, qui ont l'équivalence. Les bailleurs de fonds institutionnels recrutent des experts possédant des compétences techniques de haut niveau. Les consultants doivent donc constamment améliorer leurs compétences pour rester compétitifs. La maîtrise des normes internationales, des outils techniques avancés et des meilleures pratiques est indispensable. On va vous dire que pour ici être compétitif, il faut tout le temps se former. Ça, je vous ai dit que tout le monde ne peut pas dire qu'il est constant. Un constant, c'est celui qui a mis en place un projet de conseil. Dans ce projet de conseil, on dégage des fonds pour des formations, pour des séminaires, pour des webinaires, pour des conférences. Il y a toujours une partie qui va vers le développement. On appelle ça le ressourcing. Le troisième point ici, c'est la concurrence accrue. Le marché du consulting internet est très compétitif, je vous l'ai dit. De nombreux experts du monde entier postulent pour les mêmes missions, obligeant ainsi les consultants à se démarquer par leur expertise, leur réputation et leur réseau professionnel. Un consultant en ingénierie civile souhaitant décocher un projet avec la BAD a dû démontrer une solide expérience dans des projets similaires, en plus de sa maîtrise des langues locales et des normes de consulting international. Vous voyez avec quoi il a joué. Alors, on s'est dit qu'on va poser les questions à la fin. On va boucler par le module 3. Donc, vous pouvez poser des questions. Sauf si vous voulez déjà poser 2 à 3 questions avant. Parce que là, on est même hors délai. Donc, si on peut aller plus vite, pour que d'ici 14 heures, on est bouclé et vous pouvez poser dans toutes les questions que vous voudrez. Comment devenir consultant international? Tout à l'heure, c'était pourquoi. Maintenant, c'est comment. C'est-à-dire, comment devenir consultant international et intégrer les bailleurs de fonds institutionnels. Alors ici, il est question qu'à la fin, vous ayez une vision globale des étapes concrètes pour accéder au statut de consultant international et, par conséquent, intégrer les bailleurs de fonds institutionnels, donc gagner votre première mission. Ici, on va vous donner les outils pour avoir une candidature solide. Voilà. Alors, les étapes clés pour se lancer.
Devenir consultant international et intégrer les barrières de fonds institutionnels est un processus méthodique qui requiert une préparation approfondie, j'insiste, et une approche stratégique. Voici les étapes essentielles à suivre pour entamer cette carrière. Alors, permettez-moi donc d'abord de vous conter deux petites histoires. Celle de Thérèse Issom et de Toukam. Si vous ne m'entendez pas, il faut me signaler directement verbalement, hein, s'il vous plaît, oralement, s'il vous plaît. Je vais vous conter l'histoire de deux personnes qui sont devenues consultants internationaux après avoir connu plusieurs échecs. Ça va répondre à certaines questions ici. On va commencer par l'ascension de Thérèse Issom en tant que consultante pour la Banque mondiale. Thérèse est une jeune professionnelle camerounaise qui a toujours aspiré à œuvrer au sein d'organisations internationales. Elle a initié sa carrière au sein d'une modeste ONG locale à Yaoundé, où elle a acquis une première expérience en gestion de projet. Néanmoins, malgré ses compétences et sa détermination, elle n'a jamais su captiver l'attention des grandes institutions telles que la Banque mondiale. Ses propositions étaient régulièrement rejetées et elle se sentait désemparée face aux exigences rigoureuses des bailleurs de fonds institutionnels. Alors, quel était le défi ici? Un jour, Thérèse, en discutant avec des spécialistes au cours d'une formation, a pris conscience que pour prospérer dans ce domaine, elle devait non seulement perfectionner ses compétences techniques, mais également appréhender les procédures spécifiques et les attentes des bailleurs de fonds. Elle a donc entrepris au travers des formations de se fournir des outils indispensables pour structurer ses propositions, gérer les budgets et se positionner de manière stratégique dans le domaine du développement international. La solution, elle a d'abord identifié les compétences clés qui lui manquaient indéniablement. C'est ainsi qu'elle a commencé par renforcer ses connaissances en rédaction de propositions pour la Banque mondiale, un domaine qui avait toujours constitué un défi pour elle. Ainsi, elle a assimilé une méthodologie spécifique pour structurer une proposition en 5 étapes clés. Identification du problème et contexte. Thérèse a appris à mener une analyse approfondie du contexte du projet en s'appuyant sur des données fiables et des études locales. Par exemple, pour un projet visant à améliorer l'accès à l'eau potable dans les régions rurales du Cameroun, elle s'est appuyée sur des rapports du ministère de l'eau et d'organisations locales pour mettre en lumière l'urgence des problèmes et l'impact potentiel du projet. Conception du projet. En utilisant les outils dispensés lors de la formation, Thérèse a appris à concevoir un projet aligné avec les objectifs de la Banque mondiale. Elle a opté pour une approche axée sur les résultats en définissant clairement les indicateurs de réussite, les activités à entreprendre et les ressources requises. Pour son projet d'accès à l'eau potable, elle a proposé une solution innovante de forage de pluie. Écoutez bien, exploitant les technologies solaires, répondant ainsi aux priorités. Donc, non seulement elle a compris ce qu'il fallait, mais elle s'est alignée à ce qu'il demandait. Elle a également, pour continuer, partenariat stratégique. Un autre aspect crucial de la formation résidait dans l'importance des partenariats. Thérèse a appris à identifier et à établir des partenariats avec des acteurs locaux, renforçant ainsi la crédibilité de son projet. Elle a collaboré avec une université locale pour les aspects techniques et avec des ONG pour la sensibilisation communautaire. Rédaction de propositions. En renforçant ses compétences, la formation a guidé Thérèse à travers chaque section de proposition en mettant l'accent sur la clarté, la concision et la pertinence. Elle s'est servie des modèles fournis pour structurer sa proposition, veillant à ce que chaque section soit en adéquation avec les attentes de la Banque mondiale. Au niveau de la gestion financière et budget, Thérèse a appris à élaborer un budget détaillé et réaliste, prenant en compte les coûts directs et indirects, les imprévus et les réserves. Elle a également appris à justifier chaque ligne budgétaire, ça c'est très important, toujours justifier chaque ligne budgétaire en fonction des priorités du projet, renforçant ainsi la transparence et l'efficacité de sa proposition. Résultat, grâce à son instruction dans ses formations, Thérèse a non seulement perfectionné ses compétences techniques, mais elle a également appréhendé comment se positionner de manière stratégique en tant que candidate sérieuse pour les projets financés par la Banque mondiale. Sa proposition a été retenue, lui permettant ainsi de décocher son premier contrat en tant que consultant pour un projet de la Banque mondiale au Cameroun.
La leçon clé à retenir ici, ou les leçons clés à retenir ici, c'est que l'histoire de Thérèse illustre l'importance de saisir les procédures spécifiques et les attentes des bailleurs de fonds institutionnels. Elle démontre comment une formation ciblée peut métamorphoser un professionnel motivé en un consultant compétitif sur le marché international. En suivant les étapes enseignées lors de cette formation, Thérèse a non seulement été sélectionnée pour un projet, mais elle a également édifié une solide réputation lui permettant de décrocher d'autres contrats par la suite. En conclusion, l'une des clés pour intégrer les bailleurs de fonds institutionnels en qualité de consultant est en fait la formation. En fait, elle est comme la notice ou le guide d'action pour qui veut intégrer et profiter de ce milieu prestigieux. La formation ne se limite pas à dispenser des connaissances théoriques, elle offre des stratégies concrètes pour aider les professionnels tels que Thérèse à exceller dans un domaine concurrentiel. En saisissant et en appliquant les procédures spécifiques, ici, Thérèse qui a participé a pu accroître ses chances de se démarquer auprès d'institutions prestigieuses telles que la banque, de travail. Alors, vous avez compris ici pour le cas de Thérèse que elle avait déjà des compétences, mais elle ne savait pas comment les organiser, comment les structurer. Il a fallu qu'elle participe à plusieurs formations pour bénéficier de tout ce qui va avec l'accompagnement qu'il fallait. Donc, la formation pour elle était ici la clé d'entrée. C'est la notice comme pour tout ce qu'on veut faire. Si vous achetez un ordinateur, si vous achetez un téléviseur, si vous achetez un véhicule, vous devez d'abord lire la notice. La formation est la notice pour intégrer les bailleurs de fonds institutionnels. C'est la notice. Vous devez comprendre comment ça fonctionne afin de pouvoir les tutoyer. C'est la clé, la première clé de succès. Le deuxième cas ici, c'est la métamorphose de Toukam, fonctionnaire chevronné, en consultant de renom pour les organismes de financement. Alors, Toukam est une fonctionnaire camerounaise hautement qualifiée, bénéficiant de plus de deux décennies d'expérience au sein du secteur public. Elle a occupé des postes de haute responsabilité au sein de divers ministères, contribuant ainsi à la mise en œuvre de politiques nationales cruciales. Au fil des années, elle a acquis une expertise solide en gestion de projet, en élaboration de politiques publiques et en administration. Malgré ses compétences impressionnantes, Toukam n'a jamais réussi à obtenir un contrat en tant que consultant pour des bailleurs de fonds institutionnels tels que la Banque mondiale. Alors, le défi ici, convaincu que son expertise sera un atout pour les projets de développement international, Toukam a décidé de se lancer dans la consultation. Bien qu'elle ait répondu à plusieurs appels d'offres émis par les bailleurs de fonds, ces propositions ont été systématiquement rejetées, ce qui l'a particulièrement frustré. C'est que ses compétences techniques n'étaient jamais remises en question, mais plutôt sa capacité à les présenter de manière structurée et conforme aux exigences des bailleurs de fonds. C'est le cas de beaucoup de personnes. Toukam a pris conscience que son échec ne découlait pas d'un manque de compétences, mais plutôt de son ignorance des procédures spécifiques et des attentes des bailleurs de fonds. Elle ne savait pas comment valoriser son expérience et ses compétences pour se démarquer des autres candidats, ni comment structurer ses propositions de manière à répondre aux critères rigoureux des institutions internationales. La solution, au bord du découragement, Toukam a décidé d'être accompagné par un mentor. Consciente que ce dernier pourrait lui fournir les outils nécessaires pour réussir, elle s'est lancée. Pendant le tutorat et le coaching, Toukam a découvert une procédure en 5 étapes pour sublimer son expérience et ses compétences en proposition compétitive. La première, analyse et présentation de l'expérience Toukam. Toukam a appris à revisiter son parcours professionnel en mettant en avant ses réalisations majeures de manière concise et pertinente. Plutôt que de simplement énumérer ses responsabilités, elle a été coachée à quantifier ses succès. Par exemple, réduction de 20% des coûts de gestion d'un projet de développement rural et à les aligner avec les priorités des bailleurs de fonds. Adéquation entre compétences et besoins du projet. Un des éléments clés du coaching a été d'enseigner à Toukam comment faire correspondre ses compétences spécifiques avec les exigences des projets pour lesquels elle postulait. Elle a appris à analyser les appels d'offres en profondeur en identifiant les besoins explicites et implicites des bailleurs de fonds, puis en ajustant son profil pour répondre à ces besoins de manière ciblée. Structuration
Structuration de la proposition. Le tutorat lui a fourni des modèles et des outils pour structurer ses propositions de manière professionnelle. Touka m'a appris à rédiger des sections claires et précises telles que la méthodologie, le calendrier de travail et le budget, en veillant à ce que chaque élément soit directement lié aux études du projet. En gestion de la communication et de la présentation, une autre partie essentielle de l'accompagnement qu'elle a consisté à apprendre comment communiquer efficacement avec les bailleurs de fonds. Tout cas, m'a appris à utiliser un langage clair, à éviter les termes techniques superflus, c'est souvent là où on tombe, et à présenter ses idées de manière convaincante. Elle a également appris à anticiper les questions et à y répondre de manière... Pardon, vous pouvez revenir sur les 3 points de la méthodologie? Les 3 points de la méthodologie? Oui. Le premier point, l'analyse et la présentation de l'expérience, c'est ça? OK. Le deuxième point, la structuration de la proposition. Le troisième point, oui. Le troisième point, c'est l'adéquation entre compétences et besoins du projet. Je parlais de là où vous parlez du calendrier. Ah, là où il y avait les budgets et tout. Voilà, le calendrier. La méthodologie, le calendrier de travail et le budget. La méthodologie, le calendrier. Elle a appris à rédiger les sections claires et précises telles que la méthodologie, le calendrier de travail et le budget. D'accord, c'est bon. En veillant à ce que chaque élément soit directement lié aux objectifs du projet. Elle a également ici appris à mettre en avant de la valeur ajoutée. Elle a été coachée ici à identifier et à mettre en avant ce qui la distinguait des autres candidats. Grâce à un exercice de réflexion approfondie, elle a pu définir sa proposition de valeur unique, en l'occurrence sa capacité à intégrer les politiques publiques locales avec les objectifs des bailleurs de fonds pour maximiser l'impact des projets. Parce qu'elle avait travaillé comme fonctionnaire. Elle a réussi à fusionner les deux quais. C'est ça sa valeur ajoutée. Résultat, grâce à ces nouvelles compétences, tout comme a rédigé une proposition pour un projet de développement des infrastructures financées par la Banque mondiale. Elle a monté tout un projet. Cette fois, elle a appliqué toutes les techniques apprises lors de sa formation. Sa proposition a non seulement été retenue, mais elle a également été félicitée pour sa clarté. Elle ne vient pas de moi. Puis là, ne vient pas de moi. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je veux partager mon écran. Alors là, on va terminer avec ici, élaborer une offre de services claire et pertinente. On va poursuivre avec ici, élaborer une offre de services claire et pertinente, percutante autant pour moi. Une fois les compétences acquises et le marché bien analysé, l'étape suivante consiste à élaborer une offre de services claire et percutante. Alors, cette offre doit répondre de manière précise aux besoins des bailleurs de fonds en démontrant comment votre expertise peut résoudre des problèmes spécifiques et apporter la valeur à leur projet. Alors, un consultant en gouvernance peut proposer une offre de service détaillant comment il peut assister les gouvernements dans la réforme de leur système de gestion publique pour les rendre plus transparents et efficaces en s'appuyant sur des projets qu'il a menés dans d'autres pays. Alors, l'autre point, c'est développer son expertise et se spécialiser dans un domaine précis. Alors, il s'agit ici de se positionner en tant que spécialiste dans un domaine spécifique et de se démarquer. Les consultants généralistes ont souvent beaucoup de difficultés à être retenus parce qu'ils sont très généralistes, ils ne sont pas ultra spécialisés. Il est donc essentiel de choisir un domaine clé. Infrastructure, finance, santé, environnement. Dès que vous avez le domaine, vous saurez quel est le bailleur de fonds vers lequel vous tournez régulièrement. Ça vous met que vous avez déjà le marché. Et vous pouvez essayer de devenir une référence dans ce domaine-là. Alors, vous avez un exemple ici. Un consultant se spécialisant dans la gestion des risques liés au changement climatique
peut se positionner sur de nombreux projets financés par les bailleurs de fonds visant à atténuer les effets des catastrophes naturelles dans les zones vulnérables. Voilà l'élément qui vous intéressait beaucoup ici. Préparer un dossier solide, CV, portfolio et référence. Oui, quelqu'un voudrait dire quelque chose? Parce que je voudrais qu'on boucle afin de vous permettre de poser des questions, hein, parce que nous sommes déjà à la fin. Alors, le CV, le portfolio et les références sont des outils indispensables pour obtenir des contrats internationaux. Un consultant doit présenter un CV solide, mettant en avant son expertise, ses qualifications et ses expériences pertinentes. Exemple, un consultant en développement agricole peut inclure dans son portfolio des projets où il a aidé des gouvernements à accroître la productivité agricole grâce à des pratiques durables, tout en mentionnant des références de ministres ou des partenaires institutionnels. Alors, je vais d'abord m'arrêter là pour 2 minutes et répondre un peu à quelques questions que j'ai cru entrevoir. Vous avez des questions? Ou on boucle et puis vous posez des questions à la fin. OK, on poursuit donc. OK. Les étapes pratiques pour structurer son offre de services. Élaborer une offre de services claire et percutante est une étape décisive pour réussir dans le consulting international. Voici la marche à suivre, parce que là, vous faisiez partie de ce webinaire, c'est un peu ce qu'on devait vous donner aussi. Alors, la première étape, c'est d'identifier les besoins spécifiques des bailleurs de fonds. Avant de rédiger votre offre de service, il est crucial de comprendre les besoins spécifiques des institutions internationales. Cela implique de suivre les appels à projets, de consulter les rapports de stratégie régionale ou thématique et de participer à des forums internationaux. Vous devez d'abord connaître leurs besoins spécifiques. Ne vous lancez pas dans des réponses sans d'abord connaître leurs besoins spécifiques et de manière générale. Autrement, vous allez rater. C'est par rapport à cela que vous allez comprendre les dessous, hein, dans les TDR, les parties implicites. La Banque africaine de développement, par exemple, a récemment annoncé son intention d'investir massivement dans les infrastructures écologiques. Un consultant en ingénierie verte pourrait adapter son offre pour répondre à cette demande croissante. Deuxième point, adapter son offre à des projets concrets. Votre offre doit être adaptée à des projets réels en démontrant comment votre expertise et vos compétences répondront aux objectifs et aux défis des projets financés par les bailleurs de fonds. Je prends également ici un exemple. Si l'Union européenne finance un projet d'éducation en zone rurale, un consultant en éducation devra structurer son offre autour des méthodes d'enseignement adaptées aux zones reculées, en tenant compte des infrastructures limitées et des contraintes sociales. Je crois qu'on se comprend bien ici. Ensuite, mettre en avant son expertise avec des résultats prouvés. Ça, c'est ce que je dis depuis le portfolio. Beaucoup de personnes négligent ça, mais vous ne pouvez pas répondre aux bailleurs de fonds sans gérer votre portfolio. Les bailleurs de fonds attendent des constants qui soient capables de produire des résultats mesurables. Il est donc essentiel de mettre en avant dans votre offre des exemples de résultats obtenus lors de projets précédents. Un constat, par exemple, ici en gestion de l'eau, pourrait citer des projets où il a aidé des municipalités à réduire leur perte d'eau potable de 30% en modernisant les infrastructures et en formant le personnel. Donc, vous n'allez pas seulement dire que vous avez fait ceci, mais il faut montrer les résultats que vous avez fait. Alors, comment préparer un CV et un portfolio? Je crois que c'est par là où nous allons terminer cette partie. Un CV et un portfolio attractif. Rédiger un CV orienté résultats. C'est quand on vous dit vous devez faire un CV axé sur les résultats. Votre CV doit mettre en avant les résultats que vous avez obtenus dans le cadre de vos missions antérieures. Utilisez des verbes d'action et quantifiez vos succès pour rendre vos réalisations plus tangibles. Je vous prends un exemple. Plutôt que de dire, parce que c'est ça qui est souvent dans vos CV, responsable d'un projet d'infrastructure, vous allez indiquer plutôt supervision de la construction de 100 km de route rurale dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale. Amélioration de l'accès
au marché pour 500 000 agriculteurs. Donc, ne venez pas mettre seulement responsable des factures, mais mettez ce qui est important. Le CV doit être axé sur les résultats, avec les références. Donc, vous devez inclure des références solides, c'est-à-dire ici, les références doivent être sélectionnées avec soin, en privilégiant des contacts ayant occupé des postes décisionnels dans les projets où vous avez travaillé. Elles doivent être prêtes à attester de votre compétence et de votre professionnalisme parce qu'ils vont vérifier. Alors, comment créer dans un portfolio qui met en lumière l'étendue de vos compétences? Le portfolio ici étant entendu comme un outil indispensable pour démontrer vos capacités techniques et votre expérience. Vous y incluez des exemples concrets de projets sur lesquels vous avez travaillé en détaillant vos rôles, les défis rencontrés et les solutions apportées. Je vous prends un exemple ici, dans le cadre d'un portfolio financé d'un projet financé par l'UCED, pour renforcer les systèmes de santé dans un pays en développement, un consultant peut inclure des études de cas illustrant comment il a contribué à la formation des personnels de santé locaux et à l'amélioration de la gestion des hôpitaux. Alors, quelle est la stratégie pour décrocher les premiers contrats? Une fois votre offre de services et vos outils prêts, vous avez plusieurs stratégies pour obtenir vos premiers contrats. La première stratégie, c'est de réseauter de manière efficace. Le réseautage est crucial ici pour obtenir des missions de consul. Il est important de participer à des conférences, à des forums, à des séminaires et des événements sectoriels pour renforcer les décideurs, pour rencontrer autant pour moi des décideurs et des experts dans votre domaine. Ça, c'est obligatoire, je vous dis. Ça, c'est obligatoire. Vous devez répondre aux appels d'offres toutes les semaines. La plupart des bailleurs de fonds publient des appels d'offres pour des projets. OK, on poursuit là. Je partage l'écran et on boucle. OK. Alors, oui, on va poursuivre ici. Si quelqu'un avait une question, j'ai dit réseauter de manière efficace. J'ai dit que le résultat est important. Maintenant, il faut répondre aux appels d'offres régulièrement. Et il y a des plateformes pour répondre aux appels d'offres. Hein. Il y a des VEX, il y a TED, il y a des sites des institutions elles-mêmes. On va vous proposer un document à la fin dessus. Vous devez également utiliser les plateformes spécialisées, des plateformes comme des VEX, la plateforme du PNUD, et d'autres sites web spécialisés qui répertorient les appels d'offres internationaux et les opportunités de consulting. Vous devez vous y inscrire régulièrement. Vous devez tirer parti des partenariats et des consortiums. Donc, vous devez vous associer avec d'autres consultants ou entreprises pour former des consortiums. Et vous devez savoir que les bailleurs de fonds préfèrent souvent des groupements de compétences pour assurer la réussite des projets complexes. Alors, je crois qu'à ce niveau, l'essentiel a été dit. Nous sommes à la fin de ce webinaire où je vais vous présenter juste les erreurs à éviter et les meilleures pratiques. Les erreurs sont presque les mêmes partout. D'abord, il y a le manque de préparation lorsque vous voulez répondre aux appels d'offres. On a déjà parlé de ça. Il y a la sous-estimation des exigences contractuelles, quoi je vous ai dit de bien lire avant de vous soumettre. Il y a la négligence des relations et le suivi avec les bailleurs de fonds, d'où l'importance du réseautage et des webinaires, des séminaires et des forums. Il y a également la négligence du réseautage lui-même. Parce que n'oubliez pas, le succès dans le consortium international ne repose pas uniquement sur les compétences techniques. Le réseautage est crucial pour établir des connexions avec des partenaires. Un consultant qui ne participe pas aux événements internationaux et forums conférences se prive d'opportunités de tisser des relations avec des décideurs ou des clients potentiels. Parce que n'oubliez pas que vous êtes d'abord des commerciaux. Alors, les meilleures pratiques, c'est naturellement d'approfondir sa connaissance des projets financés. Un consultant en développement rural peut maximiser ses chances de succès en analysant les rapports précédents d'une organisation comme le FAO afin de proposer des solutions en adéquation avec les besoins identifiés. Entretenir des relations avec des partenaires locaux. Suivre rigoureusement et suivi rigoureux autant pour moi et transparent des projets. Alors, voilà l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous dans le cadre de ce webinaire. Je vais vous laisser le temps de poser des questions. C'est vrai que nous avons mis plus de temps que prévu. Il y a d'ailleurs
beaucoup de partenaires qui sont déconnectés là. Ils sont déjà une dizaine. Bon, mais je laisse le temps à ceux qui sont encore là de poser quelques questions. Je vous écoute. Vous aviez beaucoup de questions. Je vous permets de poser les questions maintenant. Oui, bonjour. Dans le cadre de cette présentation, j'aimerais savoir, parce qu'on voit que vous maîtrisez le sujet, finalement, est-ce que vous avez accompagné beaucoup de personnes qui ont réussi à intégrer un bailleur au Cameroun? Je pense que c'est là que vous Oui. exercez le plus. Merci. OK. Nous avons accompagné, je crois, nous sommes à plus d'une cinquantaine de personnes. Hein. Nous avons accompagné, pas seulement pour intégrer les bailleurs de fonds, nous avons accompagné des personnes qui voulaient des constantes internationales, mais pour des entreprises, nous avons accompagné des personnes qui voulaient répondre, même des cabinets qui voulaient répondre souvent à des appels d'offres, des bailleurs de fonds institutionnels. Nous avons accompagné des ONG de fonds, nous avons accompagné à travers la formation, parce que nous organisons régulièrement des formations dessus. Nous avons accompagné beaucoup de personnes, pas seulement au Cameroun, hein, au Gabon, à RCA, au Tchad et dans beaucoup d'autres pays, pas seulement au Cameroun. On a travaillé sur beaucoup de projets de conseils pour des consultants. Excusez-moi, comme personne ne demande, vous faites souvent référence à des personnes qui veulent intégrer des bailleurs, mais qui doivent s'appuyer sur des résultats concrets qui sont déjà des projets internationaux ou nationaux. Donc, est-ce que vous êtes en mesure déjà de nous accompagner pour pouvoir intégrer finalement on va dire, les conseils d'un gouvernement pour réaliser des projets propres au pays? Bon, moi, je pense particulièrement à Madagascar. Merci. À exprimer. Je vous invite à exprimer ce que vous avez ressenti, ce que vous avez retenu autant pour moi. Est-ce que vous avez retenu quelque chose? Si quelqu'un a quelque chose à dire, dans ce sens, je l'écoute. Et si vous estimez que les conseils partagés vous seront utiles dans votre carrière de consultant international, je vous prie de partager vos réponses dans le chat. Avant de poursuivre, parce que je vais clôturer bientôt. Oui, allô? Oui. Allô? Oui, moi, je voudrais tout d'abord... Oui, je vous écoute. Donc, moi, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la qualité de votre présentation. Également, votre persévérance, étant donné qu'à chaque fois qu'il y avait des coupures, mais on a quand même pu atteindre aujourd'hui la fin de cette formation. Alors moi, en tant que consultant, j'ai eu effectivement à évoluer dans le cadre de missions qui m'ont été confiées par des organisations sous-régionales. Je parle par exemple de l'OMVS, qui est une institution qui met en valeur le fleuve Sénégal et qui évolue entre 4 pays, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et la Guinée, dans une moindre mesure. Je pense que l'exemple que vous venez de donner par rapport au réseautage est très, très pertinent parce que souvent, c'est le réseautage qui nous permet de pouvoir décrocher, en plus de notre expérience et de la, voilà, de notre CV, des marchés de consultance. Cependant, votre formation a été très pertinente, que j'ai quand même envie de me faire accompagner pour atteindre vraiment un niveau élevé par rapport à cette rubrique. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Alors,
J'écoute aussi si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire. Oui. J'ai encore une question. Est-ce que les bailleurs sont ouverts à des propositions hors appel d'offres? S'il vous Bien plaît. sûr, c'est pour ça qu'il lance ce qu'on appelle les appels à projets. Donc, les appels à projets, c'est ce qu'on appelle des appels à financement. Tous les jours sur leur site, il lance des appels à projets. Vous montez vos propres offres, vous soumettez. Ça, c'est la première chose, si vous avez des projets. Deuxième chose, vous déposez vos propositions de consulting. Vous êtes obligé de vous inscrire sur leur plateforme pour qu'ils sachent que vous êtes disponible avec des projets concrets. Si vous avez une expertise que vous voulez leur soumettre, vous construisez votre CV selon leurs caractéristiques. Vous soumettez parce que tous les jours, ils consultent cela et ils recrutent les consultants de manière permanente dessus. Donc, il y a trois approches. Soit on répond par des appels d'offres, soit on répond on répond à des appels à projets qui lancent, soit vous soumettez votre candidature en mettant en lumière ce que vous avez déjà fait, ce que vous voulez faire, en proposant que vous voulez intégrer leur projet tant qu'ils aient lancé des appels. Ils recrutent régulièrement dans ce sens-là. Régulièrement. Merci beaucoup. De rien. Alors, si personne d'autre n'a de questions, je voudrais quand même vous inviter également, si vous avez compris tout notre webinaire, avant de passer la parole à M. Kassem, je voudrais vous inviter à prendre quand même connaissance. Nous avons un webinaire, une formation complète qui édifie davantage sur tout ce que nous avons proposé, qui pourra vous donner plus de détails encore. Donc, je vais laisser les soins à M. Kassem de vous l'envoyer à tous par mail, mais déjà, on va vous présenter le résumé de cette formation qui prend en compte tous ces éléments que nous avons pris en avant. Je vous invite et je vous encourage à tout de suite déjà commencer à créer votre portfolio, créer votre CV, commencer à répondre à vos appels d'offres, reconstruire et faire cet accompagnement. Il va vous présenter ça tout de suite. Je vous présente déjà le support, les grandes lignes de cette formation. Parce que nous avons mis en place une formation devenir consultant auprès des bailleurs de fonds institutionnels. Cette formation qui se déroulera 100% en ligne sur 3 mois inclura un accompagnement personnalisé pour devenir consultant international avec des modules pratiques et des sessions de coaching en direct. Alors, vous devez savoir que dans cette formation, nous allons non seulement vous accompagner dans le processus et nous allons veiller à ce que vous obteniez vos premiers contrats. Donc, ça répond un peu à ce que les deux exemples qu'on vous a pris, les deux arrêts sur Thérèse et Toucan, c'est dans le même élan que nous formons. Alors, dans le module, les premiers modules ici, je vous présente seulement sommairement les modules. Ici, nous allons parler de l'introduction aux bailleurs de fonds. On va comprendre leur fonctionnement plus en profondeur avec des éléments précis. On va explorer les rôles des principaux bailleurs de fonds. On va développer un portefeuille de consultants. On va mettre en avant des résultats mesurables. On va mettre en avant la stratégie de réseautage et les techniques de réseautage. On va mettre en avant les participations à des événements clés. On va mettre en place des techniques de rédaction de propositions et une structuration d'une proposition. Donc, on va vous accompagner sur un volet complet. Donc, il est important ici, il va vous envoyer tout ce document par WhatsApp et par mail.